Bonjour, petite explication avant de commencer. Cette vidéo est très longue car très complète. Il y a des critiques sur les films que nous avons vus, des images de vlogs filmés à Cannes, oui à Cannes, rien que ça, ainsi que des blagues parce que l'humour, c'est marrant. On espère que ça vous plaira, bonne vidéo. Ça tourne là? Nous allons faire ce que nous appelons communément un vlog. Comme disent les jeunes. On va filmer des trucs. Parce que là on part à Cannes en fait. Parce que c'est... là où je suis chez moi mais on part à Cannes après en fait. Parce que voilà. Let's go. C'est trop marrant! Bonjour, c'est Antonin, et on revient du Festival de Cannes. Et je pensais pas un jour prononcer cette phrase dans ma vie. Un peu de contexte. Nous avons la chance d'étudier dans un lycée qui propose de la première à la terminale une spécialité cinéma et de la seconde à la terminale une option cinéma. Alors le principe est très simple, ce sont des cours théoriques ou pratiques qui se concentrent sur le monde du cinéma. Il peut y avoir plein de trucs, du tournage, du montage, des rencontres avec des professionnels du métier. C'est globalement des gens qui se retrouvent pour une passion commune, à savoir le filmage, comme disent les Québécois. Alors, petit préambule rapide, ce n'est pas une spé de chômeur. C'est limite tout le contraire. Combien de spécialités vous demandent de passer parfois jusqu'à 10 heures devant un ordinateur pour finir un montage pour respecter une deadline? Combien de spécialités vous demandent de passer des heures à l'écriture? Combien de spécialités demandent autant de travail supplémentaire à la maison? Car les tournages, on les fait pas pendant les cours, mes cons, hein? Donc, bref. Après, on se plaint absolument pas parce que c'est une passion et qu'on aime partager cette passion et vivre des moments, vu que c'est un art collectif, avec plein de gens. Bien sûr, mais dire que cette spécialité se limite à « on regarde que des films », c'est aussi vrai que de dire que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Oups. J'en étais où? Ah oui, Cannes. Et donc, avec cette spécialité option, nous avons eu la possibilité de passer 5 jours au Festival de Cannes. Globalement, le Festival de Cannes, c'est l'un des événements les plus médiatisés du monde, des millions d'euros engrangés, des films partout, des stars partout, et, exceptionnellement cette année, un groupe de lycéens, comme nous. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ne répondez pas. Il faut savoir que Cannes, ça se prévoit en amont. C'est préparation des affaires, des accréditations, de la réservation de l'hôtel, parce que évidemment, ça prend des mois à l'avance, parce que le festival est l'un des plus connus et les plus médiatisés du monde, avec des milliers de critiques aux alentours, donc bien sûr que ça se réserve hyper en avance. Et donc voilà, nous y sommes bientôt. Mais d'abord, petit préambule sur l'avant-festival. Nous avons appris le 14 décembre 2023, les dates officielles du festival, mais également la présidente du jury, qui n'est rien d'autre que Greta Gerwig. J'ai personnellement une relation assez particulière avec cette réalisatrice. Je considère son Little Woman comme un immense film sur la famille et le pouvoir de l'émancipation créatrice, et je le considère d'ailleurs comme un de mes films préférés tout court. Et je trouve que son Barbie, machine capitaliste et cynique par excellence, est un aussi bon représentant de la cause féministe que Fast and Furious est un bon représentant des travaux d'Isaac Newton. Mais en tout cas, ça me faisait plaisir de voir une femme arriver à la tête du jury d'une compétition aussi prestigieuse, la 12e réalisatrice en 77 ans qui réussit à obtenir ce poste. C'est déjà un très bon révélateur de la situation actuelle, mais on en reparlera plus tard. Une réalisatrice qui a su marier les tons et les registres dans 3 films qui sont quand même radicalement différents et qui a su quand même conquérir le public et la critique avec son Barbie, quoi qu'on en pense, c'est quand même l'un des films qui a gagné le plus au box-office de l'année dernière. Choix cohérent selon moi. Le 29 février, un autre réalisateur a été choisi pour être président de la sélection Un certain regard, qui est une sélection qui récompense des productions dites plus audacieuses et plus originales forcément, moins consensuelles que la sélection officielle. Xavier fucking Dolan. Alors, un choix qui pouvait intriguer, car l'ami Xavier avait déclaré en 2023 qu'il mettait un point final à sa carrière de réalisateur et ne se concentrait plus qu'à la production. Et le fait de le choisir, ça faisait un petit peu comme, vous savez, vous invitez quelqu'un pour une soirée, il vous dit qu'il vient pas, mais au final il se pointe sans parler à personne et il bouffe les petits fours. Globalement, c'était ça l'idée. Mais ça restait cohérent, dans le sens où
C'est l'un des réalisateurs québécois les plus connus, c'est quand même l'un des premiers noms qui nous vient à l'esprit quand on vous demande un réalisateur qui vient du pays de la poutine. Je vous rassure, on va pas se faire toutes les annonces pré-festival parce que je veux pas que cette vidéo dure 40 ans. Combien? Mais globalement, s'il faut retenir certaines choses, Lucas Dont a été sélectionné comme président de la Queer Palm, qui est une palme qui récompense le film qui traite le mieux les questions LGBTQIA+. Camille Cotin a été sélectionnée comme maîtresse de cérémonie. La présence de Quentin Dupieux avec son deuxième acte en film d'ouverture, ou encore la présence de George Miller avec son Furiosa en hors compétition, que nous ne chroniquerons pas ici car nous n'avons pas pu le voir. Il était diffusé le deuxième jour et nous sommes arrivés le lendemain. Cependant, il y a un événement auquel nous avons pu assister et que nous avons pu commenter, c'est la conférence de presse de Thierry Frémaux et d'Iris Knobloch, respectivement le directeur général du Festival de Cannes et la présidente. Après un discours interminable de Knobloch, Frémaux est passé à l'attaque avec ce qui nous intéressait le plus, la sélection officielle. Et en voyant passer certains noms, on aurait pu s'attendre au fait que le festival allait laisser des réalisateurs plutôt confirmés monter les marches, avec la présence notamment de Paul Schrader, de Francis Ford Coppola, de Yorgos Lanthimos. Mais c'était contrebalancé par le fait qu'il y avait notamment beaucoup de premiers ou de deuxièmes films de réalisateurs qui n'avaient pas encore un nom hyper prestigieux dans l'industrie. On peut penser notamment à Magnus von Horn, à Coralie Farja ou encore à Agathe Rinninger. Bon, le festival approchait à grands pas. Et puis, c'est le grand jour. Réunion d'information, check. Billets, check. Bagages, check. C'est parti. Mercredi 15 mai. Réunion à 13h à la gare. On se dit bonjour, c'est les embrassades, on est tous très contents d'être là. Café, 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 et ça part au train. 8 heures de trajet dans un compartiment tellement chauffé qu'un sauna pourrait passer pour une réunion d'actionnaires esquimaux. Mais après de nombreuses heures de tarot, de post-it, de jeux, de discussions, nous arrivons enfin à Cannes. Est-ce que je suis le boss de Notre-Dame? Oui, Ouais. c'est bien. Beaucoup trop simple. Vraiment. Oh, c'est Est-ce que bon. moi je suis dans Ariel? Oui. Est-ce que je suis le petit poisson? Oui, Bah, le moi, je l'avais. chou. Mais bien Je sûr. savais pas comment elle s'appelait, mais je l'avais deviné. Let's go. Un gros mix-up. Let's go. Là pour le festival de théâtre, je pense qu'on va s'amuser. Festival de On va théâtre. voir des classiques, le Malade imaginaire, Tartuffe, Don Juan, tu vois. J'ai plus trop d'idées. Je peux me mettre un peu dans la scène parce que maintenant que j'y suis, je peux plus bouger. Mais bout d'amour. C'était il y a 2 ans, d'accord? Ça compte pas. Cannes, ville du rayonnement cinématographique. Les possibilités sont infinies. Dodo. Festival de Cannes, premier jour. Réveil, 7h. Ça, c'est la base. Tous les jours. Parce que là, le dodo va être une denrée rare dans les films à venir. Oui. Pourquoi? Le dodo. Voilà. Comment était votre nuit? Je vous agresse pas du tout avec une caméra. La douche est vraiment bien. Ouais. Voilà, je vous dis un truc. Ah, Elle était voilà vraiment voilà qui arrive les voleurs de pompotes. Vous deux là, c'est bon, plus jamais vous dans notre chambre. On va voler des pompotes. Je suis reparti avec une popote. Rendez-vous avec Pompote. Elles ont pas fait long feu, hein. Non. C'est vrai, on n'était même pas installés. Ils sont venus, ils sont venus. Qui vous a au moins dit bonjour, genre? Ah oui, juste, il est rentré. bonjour Pompote. Bonjour, nous vouloir, pompote. Au revoir. Nous, vouloir Pompote.
Nous vouloir pompote. Donc bien sûr, on se prépare psychologiquement. Alors là, on va voir un film qui s'appelle Jbrut. Jbrut. Voilà, exactement comme disent nos amis islandais, que nous respectons énormément. Répétez, faites des mots qui fonctionnent. A few moments later. J'ai pris un sachet avec un Shabbat, d'accord? Tu m'excuses en retard. Ah bah en fait on est quand même à l'heure. Ah oui, non, en fait non. Les gars, il est 44, hein, ça va? Bah voilà, 45, 44, moi je trouve que ça se ressemble quand même beaucoup. Un magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue. Allez, on y va. Direction la première séance de la journée, réservée par les professeurs, qu'on verra avec l'intégralité de la classe, qui sera d'ailleurs le cas pour toutes les séances de la première journée. Toutes les séances seront déjà pré-réservées par les professeurs. Jbrut. 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 When the light breaks, si vous préférez, en version anglaise, parce qu'il est important d'angliciser tout, c'est vraiment le plus important. Premier film et une première division au sein, enfin division, tout est relatif, hein, bien sûr. J'étais le seul à trouver le film vraiment pas ouf, contrairement à ce que tous mes autres co-religionnaires pensaient. Ça raconte l'histoire d'Una, une étudiante en art qui vit en Islande et qui va apprendre que son petit ami est décédé dans un accident de voiture. Problème, ce petit ami n'avait encore jamais annoncé à sa petite amie actuelle qu'il l'avait trompé avec Una. La petite amie actuelle va donc arriver sur l'île et le film va petit à petit aborder les questions de deuil pour Una. Comment est-ce qu'elle peut mettre des mots sur son propre deuil, sachant que, techniquement, on ne sait pas les liens qu'elle avait avec son petit ami. Oui, la musique de Jóhann Jóhannsson, compositeur entre autres de The Theory of Everything et de la magistrale BO de Premier Contact, est magistrale, malgré le fait que on l'entende pas vraiment 3 ou 4 fois. La musique est géniale, mais le problème c'est qu'il y a un thème qui se répète en boucle, probablement dû au fait que Jóhannsson est mort très rapidement en 2018 et que j'ai l'impression que c'est des vieux écrits qu'il n'a pas eu le temps de vraiment concrétiser. Certains plans sont magnifiques de beauté, je pense en tout cas à 4 plans vraiment sublimes. Il y a un plan sur le soleil, il y a un plan sur un tunnel progressivement qui va se dévoiler, que je trouve magnifique esthétiquement. Oui, ça joue très bien, il y a une magnifique scène de danse et en général, c'est pas un film que je qualifierais comme mauvais. Maintenant, faites rentrer les grilles. On est face à un film qui effleure tellement de sujets sur le deuil, la perte de l'autre, les conséquences sur le cercle amical, qu'il ne fait finalement exactement que les effleurer. Il ne va jamais rentrer dans du concret. Il y a par exemple la scène de la danse, dont je vous ai parlé juste avant. Elle aurait pu amener à plein de questionnements sur comment est-ce qu'on peut faire son deuil collectivement, comment est-ce que les autres peuvent nous permettre de surmonter une crise dans laquelle on est en plein dedans, on n'arrive plus à vivre. Et c'est peut-être ça qui me rend le plus triste par rapport à Le Jbrut. C'est un film qui veut parler de tellement de trucs qu'au final, c'est trop. C'est un film d'1h20 qui ne peut pas tout condenser et ça se sent. Et en général, je trouve qu'il y a un problème d'ancrage émotionnel avec ces personnages. Je vais m'expliquer très clairement. Le couple d'Una et de son petit ami nous est présenté à travers 2 scènes, dont une qui est majoritairement basée sur le désir sexuel réciproque qui l'émeut. Encore une fois, ce n'est pas un problème. On peut caractériser des personnages comme ça, mais du coup, si on les caractérise comme ça, j'ai l'impression que leur relation n'est basée que majoritairement sur du physique et pas l'inverse. Et la deuxième scène, une scène où ils sont à 2, très probablement après l'acte sexuel au lit, cette scène est très belle, mais justement, c'est une scène où le mec dit bon, écoute-moi, ça va bien se passer, j'ai plein de projets pour le futur, j'ai plein de ok Bobby, tu vas mourir. C'est genre, on en fait tellement trop, et justement, ces 2 scènes empêchent un certain ancrage émotionnel, et quand la mort arrive, je ne ressens rien. Parce que j'ai pas eu le temps de m'attacher à ces personnages. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas nous laisser dans le flou, justement. Je pense que c'est le but du film, de raconter que justement, le deuil, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, même à des personnes chez qui on ne ressent rien spontanément. Et je sais que ça doit être ça. Mais le problème, c'est que c'est un film qui use de beaucoup trop de cordes sensibles, qui nécessiterait un ancrage émotionnel que je n'ai pas. Et du coup, je passe pas un mauvais moment devant, mais je suis profondément déçu. Mais je sais que je suis un peu seul à dire que le film est un peu pété, donc apportons un peu de positivité dans ce débat. Constance. T'es grille. Oui, vas-y, raconte-nous un peu. Pas dans la vie, mais sur ce film, en tout cas. Parce que vraiment, c'était un très beau film. Et surtout que c'était peut-être le premier qu'on ait vu.
une fois qu'on met après Cannes avec tous les autres films qu'on a vus, et ben il y a un truc avec ce film, je sais pas si je pourrais le caractériser, il y a une sorte de... Il y a un souffle, il y a plus que 4 plans qui sont très très beaux, il y a une très très belle photographie. Et d'ailleurs, il ne triche pas avec la belle nature de l'Islande, bon, un peu rocailleuse, mais non, il s'appuie beaucoup sur l'architecture assez particulière qu'il peut y avoir là-bas. Non, c'est beau. Alors, c'est pas un film parfait. Le traitement de la question du deuil est un peu... parfois, on est un peu surpris, je trouve, par les réactions. Mais peut-être que ça aurait été trop mélo s'il l'avait traité d'une autre manière. Vraiment, le plan avec la lumière du tunnel, il y en a un autre au-dessus de la mer. Ça a un petit côté expérimental parfois, mais moi, j'ai passé c'était très très beau. C'était sensible. Il y a une certaine poésie. Je suis pas d'accord avec ce que tu as dit sur la vision du couple. Je sais pas, je l'ai pas senti comme ça. Je me suis un peu perdue avec les noms, mais parce que j'avais pas compris en fait que c'était son copain qui était mort. Je me suis dit, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu vois bien que du coup il y a un problème de caractérisation si tu n'arrives pas à comprendre quel personnage est qui. Ah! Non, c'est peut-être juste les noms. C'est Gunnar, Runar. Mais c'est peut-être ça qui m'a embrouillée. Mais c'est vrai qu'on dirait pas que c'est son copain qui est mort. Tu vois. Ah bah du coup, il y a peut-être un problème. Mais non, mais écoute, c'est peut-être un défaut. C'est pas un film parfait, mais il y a vraiment quelque chose. Et si on le met en parallèle avec tous les autres films qu'on a vus, et bah moi je trouve qu'il ressort vraiment. Il y a une ambiance, il y a une patte, une atmosphère. Et même si c'est un sujet délicat, on est bien dedans. Moi j'ai passé un bon moment. Eh bah, très bien, merci pour cet avis plus éclairant et plus positif que le mien, ça c'est sûr. Moi je reste déçu par un film qui n'est pas méchant mais qui touche tellement de sujets que... Je trouve pas, il touche pas, justement, autant It's the Night c'était éparpillé, ça c'est vrai, il y a trop de trucs, mais là il n'y a pas... À un moment il y a une sorte de critique un peu ironique et humoristique de l'art contemporain, que j'ai bien aimé. Mais à part ça, non, ça traite du deuil et de... C'est une problématique peut-être un peu convenue, mais non, c'est bien fait. Très bien, et bien déroulant de positivité, on vous laisse vous faire votre propre avis. Je te téléporte sur ta planète à nouveau. Je me renvoie sur ma planète positivité. Bien sûr, exactement. Allez, au revoir, on se retrouve pour parler du Lantimos après. Ensuite, pas le temps de niaiser, on enchaîne directement avec un deuxième film dans la compétition Un certain regard, Les damnés de Roberto Minervini. C'est un film qui a comme postulat de suivre des soldats de la guerre de sécession, de suivre leur pérégrination. Le film a un projet clair, il veut filmer les moments où les soldats jouent, les soldats font rien, les soldats s'amusent entre eux, bref, les moments où ils s'emmerdent. Et du coup, nous aussi, on s'emmerde. C'est pour autant Liège-Brut avait un peu divisé, autant Les damnés a mis quasiment tout le monde d'accord. C'était long, chiant, simpliste et franchement inconséquent. En fait, au cinéma, il y a deux types d'emmerdement. Il y a l'emmerdement pensé par le réalisateur pour justement que le scénario n'ait plus aucun intérêt, mais que le spectateur commence à chercher, à décrypter des détails ça et là qu'on pourrait laisser supposer car l'emmerdement n'est qu'un prétexte pour raconter autre chose. On peut citer, dans ces exemples comme ça, Pacifiction d'Albert Serra ou A Ghost Story de David Lowery. Et il y a l'emmerdement qui emmerde, qui ne propose rien en contrepartie, aucune analyse laissée à décortiquer ça et là, il ne propose que du vide. Je vous laisse déterminer où Les damnés se situent dans ces deux cas de figure. Et le problème, c'est que le film ne respecte pas sa propre démarche. Il veut filmer le rien, ok. Mais alors pourquoi est-ce qu'il met en milieu de film une scène d'attaque d'un camp qui m'a rappelé les heures les plus sombres des caméras portées dégueulasses des 3 mousquetaires de Martin Bourboulon? Et que le pire, c'est que le film se termine quand même sur « Oh là là, la guerre c'est pas ouf quand même, c'est quand même vachement mieux qu'on est dans la paix et qu'on peut être juste entre copains. » Waouh, super José, Chimino peut aller se rhabiller, on n'a jamais vu une analyse aussi profonde de la guerre depuis des années. Inutile de dire que cette matinée au Festival de Cannes était un peu en demi-teinte. Heureusement, l'après-midi l'a rattrapé largement. Mais d'abord, il faut manger, et on a appris vite à nos dépens que ce qu'on allait manger durant l'intégralité du festival allait être aussi bon pour notre estomac que de boire 1 litre entier de Monsieur Propre non dilué. Tout le monde va Five Guys, je me suis fait influencer, d'accord? Je suis gros, mais c'est à cause de vous. Voilà. Pour préciser, j'ai essayé de manger sainement et après on m'a tiré au Five Guys, voilà. J'avais dit, non, quand même pas au Five Guys, on a déjà mangé McDo hier. Eh bah si, on va quand même au Five Guys. Voilà. 14h30.
Film de patrimoine en Cannes classique. J'ai prié pour qu'on puisse aller voir la réédition en 4K de l'Orgie Brugnev, un film russe de 67 heures magnifique qui parle de la déliquescence du système soviétique, dont 47 heures sont composées d'un plan séquence sur une table, mais malencontreusement c'était complet. Nous nous sommes rabattus alors sur Law & Order de Frederick Wiseman, documentaire de 1969 qui propose de suivre le quotidien de la police de Kansas City entre respect des institutions et violence policière inqualifiable. Un film d'une grande puissance, notamment si on le revisionne actuellement avec, notamment aux États-Unis, le post-George Floyd, voire en France avec le post-Naël. Pas totalement à cave, mais pas loin non plus, car Frederick Wiseman a quand même dit, littéralement dans son discours d'ouverture, qu'il voulait montrer avec ce film que All cops are pigs. Bon, je ne veux pas donner des idées sur ce que le film veut nous proposer idéologiquement, mais j'ai ma petite idée. Le film devient fascinant quand il s'intéresse au profil des policiers recrutés, qui sont pas nécessairement les chips les plus salés du paquet, quoi. La copie restaurée était d'ailleurs assez sublime, notamment tout le travail sur le son, qui est une petite merveille dans la salle de cinéma, je dois l'admettre. Bon, pause là, pause. Il est 18h, d'autres vont voir Rendez-vous avec Pol Pot, dont on parlera très rapidement, tandis que nous, on va manger. Et on se prépare pour la montée des marches de 21h45. Il est venu le temps, messieurs dames, des cathédrales, mais surtout de la bagarre. Soi Cheng revient avec son nouveau film en séance de minuit, Twilight of the Warriors, City of Darkness. C'est globalement un long métrage de bagarre hongkongaise pendant 2 heures. Mais avant de commencer, parlons réglementation sur le tapis rouge. Il faut le savoir, pour les montées des marches avec équipe, il faut 4 choses. 1. Un costard noir. 2. Un nœud papillon. 3. Une chemise blanche. Et surtout 4. Des chaussures de soirée. Retenez bien, des chaussures de soirée et pas des baskets. Je vais répéter un coup, pas de baskets. Devinez ce que le blaireau que je suis avait pris comme chaussures pour les montées des marches. Devinez, sérieux, devinez. Perdu, c'était des baskets. Imaginez la scène. 21h45. On fait tous la file dernière minute. Tout se passe bien. Et là, on m'interdit l'accès. Parce que je porte des baskets. Alors... Certes, j'aurais dû mieux me renseigner sur la situation, il est vrai. Cannes, il y a des règles, faut les appliquer, c'est comme ça, voilà, t'es pas content, c'est comme ça, il y a des règles, faut s'y fixer. Mais... La police des vêtements, ça va bien 5 minutes, non? En particulier quand du coup, je dois courir avec l'intervenante qui nous accompagne pour faire littéralement l'autre entrée qui est à l'autre bout parce que tout est bloqué parce qu'elle a monté des marches, que je cours comme un bâtard, que je manque de me casser la gueule, que j'arrive à l'entrée en soudoyant le vigile en mode c'était les rêves préférés de ma grand-mère qui est montée le festival de Cannes, et c'était aussi le rêve de ma mère qui est malencontreusement décédée dans des circonstances atténuantes, on va pas se mentir, mais si, c'était les rêves de mon père qui m'a acheté ses uniques chaussures, c'est mon unique festival de Cannes, parce qu'il n'avait pas les moyens, il était pauvre, il est lui aussi décédé dans de tragiques circonstances malencontreuses, mais merci l'agent, ça m'a rassuré énormément, si vous pouvez me laisser passer juste un tout petit peu, s'il vous plaît. Et que d'un geste dodelinant, le vigile nous dit « Ok, c'est bon ». Ok. Et après tout cela, réussir à quand même monter les marches. Et en vrai, ça valait tellement le coup. Twilight of the Warriors est incroyable. Mais avant de commencer, nous vous proposons une petite relecture de ce film par nous-mêmes, car c'est un film qui a profondément marqué nos esprits. Colonne est à moi, Jimmy. Non. Colonne est au Colonnet. Non. Colonne est au Limogeois. Non. Colonne est au Colonnet. Au Georges Colonnet. C'est donc la guerre que tu veux, Jimmy? C'est absolument la guerre que tu veux, Bob. Ça, c'est ce que tu penses. Tout ce qui compte pour moi, c'est de me battre. Colonne est au Limogeois, Johnny. Le loup doit sortir de sa cage. Fils de... Oh Joule, ça c'est pour toi, Marie-Jeanne. Twilight of the Warriors est un film d'une générosité délirante, qui envoie valser tout, qui envoie valser n'importe quoi, ces personnages, les lois de la physique. J'ai rarement vu la gravité en prendre autant dans le cul et j'ai vu Fast and Furious. Donc vraiment, je vous jure, c'est un pur moment de bonheur, de bagarre
incroyablement chorégraphié, de mise en scène sublime dans la cité de Kowloon pour justement donner de la consistance, donner du concret à ces bagarres. Et le film se démerde incroyablement bien pour raconter ça. C'est dingue, c'est gorzouan par instant, mais c'est fait avec un plaisir et une générosité qui ne peut que être saluée. Et au final, le plus important dans le film, c'est quoi? C'est les copains. Parce que dans la vie, ce qui est important, c'est les copains. C'est les copains et le gros cuir. J'ai adoré. Voilà, j'ai bien aimé. Ça m'a beaucoup fait rire que à tout moment les lois de la physique pouvaient disparaître et que les mecs pouvaient être invincibles. Mais Moi, j'ai je bien tiens à aimé. dire que j'ai pleuré pour la 3e séance de la journée. De quoi? Mais Dans le film. Attends. Pendant le film. Mais t'as pleuré combien de fois? À quelle séance, pardon, je veux J'ai savoir. pleuré à l'œil blanche. Mais frère, il durait 1h10, comment t'as eu le temps? J'ai trop aimé, c'était incroyable. Au bout d'1h45 sur 2 heures, on apprend que le film est un putain de film fantastique et l'antagoniste principal a des super pouvoirs qui lui permettent de résister à tout ce qui existe sur la planète Terre. C'est hyper cool. 5 étoiles et mon coup de cœur. Hein. C'était incroyable. C'était une dinguerie. J'ai cru que j'allais mourir. Ça gagnera pas. J'ai cru que j'allais mourir de rire. Franchement, c'est pas dans la compétition, mais c'est pas le mot d'ordre. La meilleure séance de la journée. Et franchement, on a couru notre grande race. Je ne regrette rien. Notez-le dans mon visage. Je ne regrette rien. Attends, Bon, alors attends, je vais... J'ai maths, physique, CAV, je garde physique, CAV, j'ai compris pourquoi. Physique, les lois de la physique et le cinéma, c'est incroyable, c'est ce qu'il nous faut. C'était mauvais, n'allez pas voir ce film. Alors t'es vraiment 4,5 sur 5 minimum. 4,5 sur 5 minimum. C'est un concentré de sang, de loi de la physique qui C'est hyper drôle. dans ton gros trou de balle. C'était nul, c'était mauvais. C'est débile, c'est nul, mais c'est trop drôle. Dégage. Gaffe, on sait où tu dors, hein, fais gaffe. Déjà, il y a une chance sur 2, je dors dans le couloir. Il est tellement nul que je viens à rigoler tellement il est nul, tellement il est mauvais. Il n'y a rien qui va, le mec il est invincible mais il saigne et ça vient de maman. C'est des films qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, avec beaucoup d'effets spéciaux, mais qui sont vraiment bien gérés et bonne découverte. Un film qui te marche sur la tronche. C'est vraiment ça. Ça m'a fait comme ça. T'as la subtilité de lâche-moi. Ce matin, tu sais, moi j'étais là, un des beaux plans, tout juste des sentiments. Et là. Ah aussi. Il prend la motocross, il fait un coup de pied, elle part à 200 km, c'est le but du film. C'est drôle, c'est hyper drôle. C'est trop bien. Et comme ça. À un moment, ils sont tous les 4, ils se retournent comme ça, avec leurs armes et ça. Ils sont tous à terre, et d'un coup ils se relèvent. Beaucoup trop épique. Rien de tout. Pour un film de plus de 2 heures, passé à 21h45 avec 3 films dans les pattes, c'était extraordinaire. Dodo. Cannes, 2e jour. On se lève, on prend le petit-déj et on se familiarise un peu plus avec le système de la billetterie. Comment vous résumez le système de la billetterie facilement? Bref, anyway. Il faut savoir que les places s'ouvrent 4 jours avant la diffusion du film. Que il y a un système de billetterie classique, tu peux réussir à prendre ta place directement dès que tu montes ton accréditation. Il y a un système qu'on appelle le no-show, c'est-à-dire que si jamais tu ne te pointes pas à la séance alors que tu as réservé ton billet, la séance te colle un no-show. C'est-à-dire que au bout de 2 no-shows, tu ne peux plus accéder à la billetterie pendant 24 heures. Ça m'est arrivé une fois et à certains de mes co-religionnaires également. Ça a l'air d'être un fonctionnement simple? En principe, oui. Sauf que nous, pauvres lycéens, quand on se connecte à la billetterie à 9h, il n'y a déjà plus rien qui est disponible. Parce que, évidemment, les critiques passent en priorité, les journalistes passent en priorité. Nous, on avait l'accréditation la plus basse, donc on n'avait aucune priorité dessus. Et du coup, il y avait 3 techniques pour avoir des billets. Technique numéro 1, se pointer dans la file dernière minute, où tu dois attendre que tous ceux qui ont un billet passent et prier pour qu'il y ait encore des places disponibles dans la salle et rentrer. C'est la solution qui marche le plus souvent, mais c'est une situation où on doit se pointer des heures en avance pour être sûr d'avoir des places.
Technique numéro 2. Le pouvoir du refresh, une technique ancestrale enseignée par tous les moines Shaolin dans tous les temples du monde, qui consiste à refresh la page toutes les 5 putains de secondes, toutes les 5 putains de secondes je précise, pas toutes les 1, parce que sinon on peut avoir des restrictions pour cause de refresh abusif. C'est une technique qui marche, mais faut avoir un bon pouce et pas une patience en paille, globalement. Oh, j'ai envie. Technique numéro 3, je suis mon passe-partout là, qui consiste à, globalement, une feuille, un stylo, marquer le nom des séances qu'on veut sur une feuille et prier pour qu'une âme charitable nous donne un billet. C'est la technique la plus longue, la plus fastidieuse, mais la plus satisfaisante, car pour avoir donné une fois un billet à une personne qui demandait, j'avoue que le bonheur dans les yeux se lit et ça fait plaisir. Ça pue la misanthropie, mais ça fait plaisir. En sachant cela, je vous invite à nous suivre dans nos errances canoises. Vlog du jour, comment allez-vous, chers compatriotes? Ça va. On est rentré à 2h du matin hier. Voilà, exactement. On a fait grasse mat. Enfin, une grasse mat, j'ai dormi 6 heures. Ça dépend de vos locataires. Les miennes, elles sont... Dans le 4, 3 et demi. 2h du matin, on est rentré. Et je me suis levé en même temps qu'Antonin. Ah bah oui, c'est pas vrai. Quand je me suis réveillé en même temps qu'Antonin, même avant lui. Il est déjà parti? Ouais. Il est allé au même truc, il avait une séance de beurre. Le café, c'est la vie. T'as passé une bonne nuit? Ah ouais. Bah c'est dans l'île, mais ça va. 8h, direction le Cinéum, le cinéma le plus éloigné de la ville, où j'ai un billet pour voir Bird d'Andrea Arnold en compétition. Bird raconte l'histoire d'une jeune fille vivant avec son père, joué par Barry Keoghan, dans un quartier dépravé d'une petite ville britannique. Un jour, elle va rencontrer un homme mystérieux, Bird, qui cherche sa famille, et tout le film va être une plongée dans la vie de ce quotidien, dans la vie de ces personnages, jusqu'à un moment donné où le film va petit à petit mêler réalisme et fantastique, mais je n'en dis pas plus. Andrea Arnold revient en compétition. Il faut savoir qu'elle est connue pour un style très documentaire, un style qui va chercher le réalisme le plus pur dans la mise en scène. On pourrait donc s'attendre à ce qu'elle soit en terrain connu avec Bird, car elle va filmer un quotidien d'une partie de la population qu'on méprise souvent et qu'on préfère oublier par mépris de ses conventions, on va pas se mentir. On pourrait donc s'attendre à un truc très balisé, mais elle réussit à le contourner. Elle réussit à le contourner en intégrant du fantastique. Mais c'est justement là que j'ai un problème. Cette dichotomie marche mal entre cette mise en scène très documentaire qui va chercher le réalisme le plus pur et cette volonté d'ancrer le récit dans le fantastique. Alors le film est très beau, le film est visuellement assez irréprochable, mais je trouve que ça se marie mal et je trouve que c'est un mélange un peu grossier entre le règne animal et la haine. Ces deux films qui peuvent pas fonctionner ensemble, quoi. Indépendamment, c'est super, les deux ensemble, moyen. Le portrait d'une certaine partie de la société qu'elle nous fait est plus intéressant que ces élans de fantastique. Et je trouve que la fin en fait beaucoup trop pour pleinement émouvoir. Bilan globalement positif, mais je trouve que ça se marie très mal dans les genres. Ok, on réfléchit plus. La séance qui suit est celle de Megalopolis de Francis Ford Coppola, l'un des films les plus attendus de la sélection, et pour cause. Je sors en courant de la salle pour essayer de tenter de la file dernière minute, et là... Ok, c'est non. Je décide donc de m'engouffrer dans une salle qui propose de diffuser Diamant Brut d'Agathe Rinniger, un film français sur la question de la télé-réalité. Je n'attendais à rien de ce film. Pour être honnête, je ne connaissais rien sur le bousin, je m'étais pas renseigné, j'y allais même un peu à reculons, parce que vu le sujet, ça m'avait l'air d'être assez cliché, et j'avoue avoir été assez agréablement surpris. Le film raconte l'histoire de Liane, une jeune cagole qui vit à Fréjus, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour désigner, le film les montre littéralement comme ça, une cagole fréjussoise, on dira fréjussoise, qui décide de passer un casting pour une émission de télé-réalité. Elle le passe, et je n'en dis pas plus, parce que le film réserve plusieurs surprises après justement ce casting. La question évidemment de va-t-elle être prise ou non. Et je trouve encore une fois que c'est un film qui parle de sujets et d'une partie de la société qu'on préfère là aussi ignorer. Qui est une partie de la société qui veut juste sortir de la merde, qui veut juste devenir quelqu'un dans un monde qui ne leur laisse pas de place. Et je trouve que cette partie du film est admirablement bien faite, parce que justement, cette jeune femme, elle est paumée, elle vit mal, elle vit avec une mère qui croule sous les dettes,
elle vit avec une sœur qui elle aussi est paumée, elle est paumée. Ces gens, ce sont des gens qui sont paumés. Et la télé-réalité et les réseaux sociaux, c'est une façon d'exister dans la vie. Là aussi, je trouve que c'est admirablement bien raconté, même si je trouve que, par instant, c'est quand même très cliché dans ce que ça raconte sur les commentaires des réseaux sociaux, notamment, pour résumer, il y a des mots écrits sur les réseaux sociaux qui apparaissent en grand avec une police d'écriture qui est très clairement une police d'écriture de l'Antiquité et des chants victoriens qui sortent pour dire que justement, elle se sent, avec ces mots, elle se sent, j'ai envie de dire, portée au nu. Littéralement, elle devient une personnalité grâce aux messages qu'elle voit sur les réseaux sociaux. Là, je trouve que c'est très bien fait. Le problème, c'est que je trouve que c'est assez cliché dans l'écriture. C'est que je trouve que ce que ça raconte, au final, ça endure mal ces 2 heures, et que je trouve que certains dialogues en particulier me sortent un peu du film. Ça reste un bilan positif parce que justement, ce qu'elle raconte sur le féminin, ce qu'elle raconte sur les corps et la scène du casting est incroyable. C'est comment est-ce qu'un système réifie des êtres humains, les transforme en objets, en simples objets de divertissement, pour plaire au plus grand nombre, pour plaire à la masse, à la société de consommation. C'est sublime. Absolument. Trigger warning, cela dit, il y a plusieurs scènes très dures, notamment une scène avec des vieux monsieur, où j'étais un peu crispé sur mon siège, on va pas se mentir. Allez. On respire un peu, on prend un grand bol d'air frais et on digère ces films qui sont globalement, socialement très durs et on va voir un film positif, qui respire la joie de vivre, qui nous donne envie. Rendez-vous avec Pol Pot raconte l'histoire de 3 journalistes français se rendant au Cambodge en plein génocide des Khmers rouges pour interviewer le leader de l'encart. Bon déjà j'attends qu'une blague sur Pom Pot passe. Merci. Et je donne maintenant la parole à une personne qui s'y connaît nettement plus en question de communisme et tout le bordel. Arthur, dis-nous ce que tu as pensé de Rendez-vous avec Pol Pot. Bonjour, c'est Arthur, et donc moi aujourd'hui je vais vous parler de Rendez-vous avec Pol Pot. C'est vraiment mon coup de cœur, et c'est un film que j'ai adoré pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est magnifique. En termes de message, en termes de photographie, en termes de son, en termes de tout, c'est magnifique. Ce film est putain de beau en fait. Quand tu le vois, tu te prends une claque cinématographique. Donc le message, je vous ai dit qu'il était magnifique, mais il est surtout très complexe. Parce qu'en fait, dans ce film, il va parler du génocide des Khmers rouges. Enfin, que les Khmers rouges ont orchestré en tout cas sur le peuple cambodgien. C'est un sujet qui est très sensible, surtout pour le réalisateur, Ritipan, qui a lui-même vécu ce génocide des années 1975 à 1979, avant qu'il quitte le Cambodge. Et c'est un sujet qui est très sensible aussi car sa famille entière est morte dans ce génocide. Il faut bien prendre en compte, ça a tué un tiers des Cambodgiens, c'est gigantesque. Et donc Ritipan prend ce sujet à bras le corps et réussit véritablement à le démontrer, à le présenter, pardon, avec notamment des images d'archives qui sont de façon magique implantées dans le film, aux côtés d'une stratégie, enfin d'une technique qu'il avait déjà utilisée dans son autre film en 2013, L'image manquante, avec des statuettes en argile qui représenteraient des souvenirs qu'il aurait oubliés, ou alors des scènes trop violentes. Et bien évidemment, la troisième partie, la troisième façon de présenter l'histoire de ce génocide, c'est des acteurs qui représentent une histoire un peu fictive, mais qui est quand même ancrée dans une réalité historique, avec réellement des journalistes qui sont allés au Cambodge, enquêter, prendre des images, et c'est de là que vient ce récit qui est magnifique. C'est le récit en fait, de la découverte du monde extérieur, du génocide cambodgien, et c'est très fort, et c'est vraiment amené d'une façon incroyable. Deuxièmement, ce film est réalisé, donc je l'ai dit, par Ritipan, qui a vécu le génocide, et en fait on dirait pas. Il est trop mignon. Avec ses joues là, on mettra une image, il est trop mignon. Et je l'ai rencontré dans la vraie vie, très sympa également, on l'a interviewé. Et ce qu'il nous racontait en fait sur le tournage, c'est que la grande majorité des soldats ou des acteurs cambodgiens qui étaient recrutés n'étaient pas vraiment des acteurs, c'était des gens. Et en fait ces gens, pour la plupart, ont été touchés eux-mêmes par le génocide des Khmers rouges. Soit par leur famille, soit même des amis qui sont morts dedans. S'ils sont plus vieux, bien évidemment, mais les plus jeunes ont par exemple leurs parents ou leurs grands-parents qui peuvent être morts dedans. C'est vraiment un sujet très sensible et la population locale l'a accueilli apparemment très bien parce qu'ils ont aidé dans beaucoup de scènes où il fallait plein de figurants. Et ça, c'est ce que Ritipan nous a raconté, bien évidemment. Donc on le voit pas dans le film, mais quand on le sait, ça change quand même quelque chose. Et le réalisateur, donc Ritipan, joue lui-même dans son film. Et c'est là que c'est encore plus dur pour lui. Il joue Pol Pot. Il joue celui qui a orchestré le génocide de sa famille. Et c'est un peu une façon de prendre une revanche sur la vie, de prendre une revanche sur cet événement tragique qui l'a bouleversé. Et ça, je trouve que c'est beau.
Pour conclure, donc, Rendez-vous avec Pol Pot, c'est à voir dans vos cinémas de France. Il est sorti le 11 juin, allez le voir. Et Ritipan, si tu vois cette vidéo, je t'aime, t'es trop mignon frère, fais-moi des bisous. Je suis entièrement d'accord avec Arthur, Rendez-vous avec Pol Pot, c'est un film super. Je trouve qu'il a certains défauts, notamment un problème de recontextualisation politique, qui ne laisse pas sur le carreau pour autant, mais qui peine à faire rentrer dans une histoire qui est déjà pas simple. Mais je trouve que c'est un film vraiment intéressant, notamment parce que c'est aussi le portrait d'une désillusion. Dans les 3 journalistes qui arrivent sur place, il y a Alain Cariou, qui a fait ses armes sur le communisme avec Pol Pot à la Sorbonne, qui a étudié avec lui, qui le connaît, et qui du coup, quand il arrive au Cambodge, a l'impression de se dire « Tain, le marxisme, ça marche !» Genre, la dictature du prolétariat, ça marche, ça peut fonctionner. Et du coup, le film est littéralement une descente aux enfers. Car lui, quand il arrive, il est percé d'espoir. Il se dit que ce mec, Pol Pot, il a réussi. Il a réussi le pari marxiste, il a réussi son job. Et tout ce qui reste par la suite, c'est juste des illusions sur des illusions. Je trouve que c'est un film incroyable, vraiment, que je conseille vraiment à tout le monde. Tu as entièrement raison, Antonin, de préciser ça. Et d'ailleurs, c'est dans le contexte historique, parce que le communisme au Cambodge, c'est dans les années 70, le parti communiste français, hein, dont fait partie Alain Cariou dans le film, il fait pas exactement partie de ce parti-là, mais de ce mouvement en tout cas, est toujours, entre guillemets, aux ordres de Moscou. Ce qui fait beaucoup réfléchir sur la place de l'État dans le communisme et surtout des États autoritaires dans le communisme. Et c'est ça aussi que va chercher le film, ce qui est passionnant. Et ça montre aussi, bien évidemment, les divergences entre les divers gauches, certains qui veulent aller jusqu'au bout, qui sont full idéologie, et d'autres personnes qui se rendent compte quand même que, bah ouais, buter un tiers de ta population parce qu'ils peuvent pas, entre guillemets, être rééduqués dans la façon marxiste, c'est pas forcément toujours ouf. Merci Antonin. Allez, on se calme maintenant. 7 films en 2 jours, est-ce qu'on peut trouver un peu le temps pour... Non, non, absolument pas. Parce que maintenant, on se prépare pour... Quelle époque? L'émission de Léa Salamé. Bonjour, alors on va savoir très bientôt si bien sûr on peut me laisser entrer parce que cette police des vêtements archaïques dont le but est quand même vachement de limiter la liberté d'expression, je suis convaincu qu'ils condamnent pas du tout la masse actuellement, donc voilà. C'est quel est l'objectif qu'il faut regarder? T'en as juste 5 en fait. Paul de Saint-Cernin, je déteste ce mec, voilà. Mais c'était bien, Beurre? Non. Antonin il t'a dit c'était trop bien et Martin il t'a dit c'était trop bien. En vrai, ça va. Ça va, mais bof. C'est quoi ton défi? C'est quoi ton défi? Je vais te montrer à la caméra. Alors j'ai vu Megalopolis ce matin, c'était pas exceptionnel, ça allait, hein, c'est pas un mauvais film du tout, mais c'était pas ils ont vraiment pris 3 packs de drogue. Bref, voilà. On aime la drogue ici. Nicolas Cage qui est passé un moment, genre parce que le film n'est pas fini, du coup il manquait une voix, et il est arrivé avec un petit micro pour faire la voix. Vraiment? Voilà, oui vraiment. Happening. Happening, Nicolas Cage. Je suis pas là. Attendez, j'ai une photo. Nous on a zéro célébrité. Hein. T'étais où toi? Les gars par contre on a fait... Oh ta gueule hein. That was the movie and here that was Nicolas Cage with his little mic. Parce que alors que l'écran c'est cette taille-là entier, mais juste ça, ils l'ont réduit pour montrer que c'était pas fini et là il y avait Nicolas Cage. Voilà. Putain. On a réussi à avoir des places pour être dans le public et elle recevait ni plus ni moins que Francis fucking Ford Coppola. Petit flex, absolument, on a passé 30 minutes derrière le réalisateur du Parrain, de Dracula, d'Apocalypse Now, et les questions posées étaient des questions pertinentes, qui allaient chercher justement des réflexions profondes chez le réalisateur, son bilan sur sa vie, des choses absolument incroyables qu'on n'avait jamais vues. Je peux pas continuer à faire semblant, c'était insupportable de nullité. C'est nul! Léa Salamé a dit plusieurs fois dans des interviews que ce qu'elle cherche, c'est pas d'interviewer, c'est chercher un moment. C'est chercher le moment où une personne parle et une personne va dire quelque chose qui va faire l'audimat. C'est une vision du journalisme que je trouve insupportable. Et donc du coup, pendant toute l'émission, on a eu accès à des questions du style « Pensez quoi de la mort ?» Non, parce que vous allez bientôt mourir, donc vous pensez quoi de la mort? Ou alors, vous avez beaucoup d'amis? Est-ce que vous avez beaucoup d'amis?
Et vous, vous avez beaucoup d'amis? Vous avez beaucoup d'amis? Et puis il y avait aussi des humoristes aussi drôles que des avis de décès. Bah écoutez, moi je n'ai plus de parrain en vrai, mais si Francis Ford Coppola veut bien être mon parrain, moi j'accepte. Qui se pointent sur le plateau et qui font des blagues super drôles. Et tous ces Oscars, vous en avez pas un peu trop? Vous pouvez pas nous en donner un ou deux? Juste un. Pitié, je vous en conjure, virez Paul de Saint-Cernin, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Ma grand-mère faisait des meilleures blagues et elle est morte. Mais bon, on a quand même pris une photo avec lui parce qu'il faut pas déconner non plus. Hein, faut pas déconner, il est quand même super beau, super canon. Et puis on l'a vu enlever sa chemise plusieurs fois, donc voilà, j'étais... Paul, si tu me vois... Est-ce que tu baises? Et des blancs, des silences de gêne, parce que les blagues sont pas drôles. Et déjà, il y a le retour pour que Coppola comprenne ce qui est dit. Et quand ce qui est dit, c'est du vomi, bah, c'est compliqué de retranscrire ça en anglais, tu vois. Essayer de donner un certain tout cohérent au réalisateur des plus grands films de tous les temps. C'est compliqué, tu vois. Et après, on a quand même eu du style. Bah, on va vous montrer des photos. Vous pensez quoi de Poutine? Vous pensez quoi de Trump? Et puis, vous pensez quoi de votre femme qui est morte la semaine dernière? Quand même, c'est dur, hein. Alerte enlèvement, le respect a disparu. Léa Salamé a dit qu'on était bien habillés, d'accord? Je vais le redire. Antonin, J'ai été à contact avec Francis. Dis-toi que Alice et moi on était vraiment en face. Parce qu'on était en ligne. Le côté d'Antonin là, ils étaient de l'autre côté, ils étaient plus près de lui, mais ils avaient son dos. Nous, il tournait à chaque fois sur nous. Il a un Il super dos. nous a... Et toi, ça allait? c'était trop bien. Belle journée à vous. Mais elle coupe tout le temps. Et moi, la télé, je. Waouh. T'as vu ton look up? Ouais. Et bah, c'est tellement ça. Oh, mais dans le selfie de l'angoisse. Est-ce que t'as des amis, Amélia? Bref, Léa Salamé, je conseille pas. On peut aller dormir? On peut aller dormir. Dodo. Cannes, 3e jour. Quelle heure il est? 9h30 AM. Waouh, déjà? Non mais j'avance un peu. Et on se relève à 7h pour aller voir l'un des films que j'attendais le plus de la compétition officielle, Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos au Grand Théâtre Lumière. Si ça fait déjà 5 fois qu'on est dans la salle. Vlog du jour, comment allez-vous? Bah ça va, à part le fait que je suis très fatiguée. Ça va. Mais il me faut 9 heures de sommeil moi pour être en forme, donc bon. Mais c'est pas grave, on s'accroche, hein, écoutez. Voilà. Waouh. Ouais, j'ai pas grand chose à dire, hein. Vraiment moi quand je suis fatiguée, je ferme ma gueule et je dors. Sauf que là tu peux pas dormir. Ah. Ah. Surtout que c'est vraiment un des films qui m'intéresse vraiment. Bonjour Clara. Ça a fini. Bonjour. Ça va? Une arrivante, pardon. Ah mais y a pas de souci. Merci. T'as bien dormi? Ça va. Ça va. Peut-être pas assez, souvent. Parce que la plupart disent pas assez dormir. En effet. Ah, ça... Mais ça, je pense que ce sera toute la semaine. Hein. Ah ouais, on va mourir. Clairement. Alors, pour recontextualiser un petit peu, je suis un immense fan de Yorgos Lanthimos. Je considère son The Lobster comme l'un des meilleurs films dystopiques de ces dernières années, et son Poor Things comme l'une des expériences surréalistes les plus dingues que j'ai jamais vues. Donc évidemment que j'attendais avec énormément d'impatience Kinds of Kindness. Et... Bon, vous savez quoi, je me sens pas très légitime à en parler tout seul, donc je me propose d'inviter une collègue qui n'a pas aimé le film là où moi je l'ai aimé. Attention, magie du montage. Waouh! Bonjour Constance. Bonjour Antonin. C'est fou la magie du montage, tout ce qu'on peut faire. Hein. Bon alors, Kinds of Kindness, alors nous sommes en désaccord sur ce film. Tu ne l'aimes pas, je l'aime. Donc je vais commencer personnellement avec mon avis. Pour moi, c'est peut-être probablement le film de Yorgos Lanthimos qui est le plus faible de sa filmographie, je pense. Ça veut pas forcément dire que c'est un mauvais film, cela dit, parce que je considère que... Je sais que tu ne l'aimes pas, mais laissez-moi défendre... J'ai rien dit. Non, je trouve que c'est son film le plus anecdotique dans le sens où il y a moins d'expérimentation formelle comme on pouvait avoir dans Poor Things ou dans The Favourite. Là où je trouve qu'il est vraiment intéressant, c'est dans le fait qu'il amuse énormément. She asked me to fuck her in my uniform, then it hit me hard. Je trouve que c'est un film qui est super drôle. Peut-être c'est le film le plus drôle de la carrière de Lanthimos, alors que il y avait déjà pas mal de vannes dans Poor Things qui me faisaient pas mal éclater de rire. Mais ce qui est le plus important, je pense, dans ce film, c'est qu'on voit qu'il prend un plaisir de sale gosse à l'écriture. Il regarde ses personnages, il les regarde avec mépris, pour chercher finalement toute leur bêtise, toute leur vacuité
Et je trouve que ce qu'il raconte sur le communautarisme, le sectarisme, les relations toxiques, voire l'assouvissement par le travail, parce que toute la première histoire dans la relation entre Willem Dafoe et Jesse Plemons, c'est aussi toute une histoire d'assouvissement par le travail, de comment est-ce que un patron peut réussir à totalement assouvir son employé. Je trouve que c'est vraiment super intéressant. La première et la deuxième histoire sont vraiment hyper fun, je trouve, parce que la deuxième histoire, j'avais vraiment cette scène incroyable de la Cité de la Peur, vous voulez un whisky? Non, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Et ce qui m'a vraiment fasciné dedans, c'est toujours ce rapport qu'a Lanthimos à faire des trucs de pur sale gosse, vraiment, il s'amuse comme un petit fou, et je trouve que c'est encore un super moment, même si je trouve qu'il récite beaucoup ses gammes, il répète beaucoup des choses qui ont déjà été vues précédemment, et que 4 décors pour un film de 2h45, ça ennuie quand même pas mal. Il n'y a pas à dire, c'est que visuellement il est super beau. Il y a une photographie hyper belle et c'est un grand réalisateur. Je dis pas, mais vraiment, en fait, toi tu dis qu'il a un plaisir de sale gosse et il s'amuse. Bah, moi je trouve juste qu'à force de vouloir être provocateur, c'est très voyeuriste et puis c'est hyper prétentieux. En fait, moi j'étais agacée quand je suis sortie. C'est trop. Et à force de vouloir être aussi provocant comme ça. On ne sait pas ce qu'il veut nous dire. D'un point de vue complètement subjectif, moi j'ai détesté. Et si je cherche d'un point de vue objectif, bah, je dis qu'il y a une belle photographie, mais que dans la salle j'étais là, mais qu'est-ce que je fais là quoi? C'est un peu une sorte de curiosité, parce que c'est en 3 panneaux, donc déjà c'est un peu particulier, sur le thème de... pas la gentillesse du coup, mais... Il y a certaines sortes de gentillesse. De la manipulation, c'est malsain, c'est... Et même l'image est belle, mais c'est un propos très laid. Je sais pas si on a le droit de spoiler, mais à un moment il y a un personnage qui s'enlève le foie. Bon, tu me couperas sinon, mais c'est trop quoi, c'est trop. Vous l'aurez compris, nous ne sommes pas d'accord sur Case of Kindness de Yorgos Lanthimos. Alors, moi personnellement, si je peux essayer de modérer le débat, je dirais que c'est pas un grand film, certainement pas, mais je trouve que comparé à l'habituel truc que peuvent nous sortir des productions hollywoodiennes de ce type-là, je trouve que ça a quand même une certaine personnalité. Pour modérer le débat. T'inquiète. Ouais, très bien. Mais effectivement, faut qu'il arrête de filmer ses actrices. Faut se calmer, Yorgos, mais vraiment, faut se calmer. Je sais que Emma Stone est très belle, y a pas de souci, mais ouais, stop, ça fait 2 films, stop, ça suffit. Bon, je te renvoie sur ta planète. Et pof. C'est dingue quand même. Waouh. On ne réfléchit plus, c'est acté, le sommeil devient une information. File dernière minute pour Au Canada de Paul Schrader. Explique ce qui vient de se passer vraiment. Il y a un type qui nous a abordé, qui nous a dit vous voulez pas des tickets, et nous on cherchait les tickets, et il nous a donné les tickets. Et du coup, je suis content. Je suis un très grand fan de Paul Schrader. Je considère The Card Counter comme un excellent film qui, hélas, a été très peu vu et c'est dommage. Et même si j'ai quelques problèmes d'ordre, on va dire, stylistique avec First Reformed, je trouve que c'est un excellent film qui parle de questions, de rapports entre la science et la spiritualité, qui a un final que je trouve grandiose. Et je considère son Au Canada comme probablement son meilleur film. Eh ouais. Et l'un de mes films préférés de la compète. Adapté d'un roman de Russell Banks, le film raconte l'histoire d'un vieux documentariste qui a fui le Vietnam, qui est joué par le talentueux Richard Gere, je sais pas comment ça se dit, mais bref, qui décide de se placer comme conteur de sa propre histoire en décidant de participer à un documentaire filmé par 2 jeunes documentaristes sur sa vie à lui. C'est un film que je trouve très beau, c'est un film sur la fluctuation de la mémoire, sur les perditions de la mémoire, sur qu'est-ce que tu veux raconter quand globalement t'as ton esprit qui part en vrille. C'est un film aussi sur la peur du vide existentiel, qui embrasse pleinement la fictivité de son propre personnage pour parler avant tout du réel, pour parler de ce que c'est la fiction dans le réel. Et justement, le fait de filmer un documentaire est extrêmement pertinent là-dedans. Les scènes dans le présent, j'ai rarement vu une photographie aussi sublime, des décors aussi sublimes, un sens du montage, parce que c'est le montage qui m'a profondément ému. C'est incroyable, les changements de ratio entre le passé et le présent. Même Jacob Elordi joue bien, c'est quand même dire. Et la plus grande réussite du film, selon moi, c'est un film qui est jamais tire-larme, alors que c'est un sujet, le vieux monsieur aux portes de la mort, c'est tellement over-abusé que ça pourrait, encore une fois, sortir les violons, et le film le fait pas. La mort est comme une salvation pour lui, parce que c'est un homme qui a toujours fui dans sa vie, qui n'a jamais été confronté à ses problèmes, qui n'a jamais été confronté à ses décisions. Et je trouve que c'est un
très beau film, et si c'est ça le film final de la carrière de Paul Schrader, je trouve que c'est extrêmement percutant et très poétique. J'ai besoin de dormir. 3 jours que ça court tout le temps pour aller voir des films, pour choper des séances. J'ai besoin d'une sieste. Je remonte à l'hôtel et je me tape une petite sieste de 2 heures, et miracle, le pouvoir du refresh fonctionne. Et j'ai une place pour l'un des, si ce n'est le film que je voulais le plus voir de la compétition. C'est pas moi, de Léos Carax. Je descends pour la séance de 19h, et là, j'entre pour voir le film de ce réalisateur que je considère comme un des meilleurs en activité, et dont je considère le travail, notamment Annette, sa comédie musicale avec les Sparks, qui est l'une des meilleures séances de cinéma de ma vie, et mon film préféré de tous les temps. On s'assoit patiemment en salle, et il entre. L'impression qu'il est habillé en peignoir, qu'il en a rien à foutre d'être là. Il entre avec sa fille, avec Denis Lavant, et surtout avec la poupée Baby Annette. Et à ce moment-là, déjà je savais que j'allais kiffer son film quoi qu'il arrive. C'est 40 minutes de pur bonheur, de pur Léos Carax. Il revient sur sa vie, sur sa carrière, il fait le point sur sa vie en voix off pendant 40 minutes, avec des effets de montage qui vont dans tous les sens. C'est extrêmement drôle. Il y a une pique à Roman Polanski notamment, qui m'a fait hurler de rire. C'est un film que je trouve d'une poésie sans nom, parce que justement, il part dans tous les sens, mais c'est sa façon de s'exprimer, c'est sa façon de raconter sa propre vie. C'est avec ce bordel cinématographique, parce que c'est un bordel absolu, mais justement, Léos Carax, c'est comme ça qu'il conçoit sa vie, c'est un bordel, et il va le prouver pendant 40 minutes non-stop. Et quand les lumières se rallument, et que la scène post-générique se lance, je suis aux anges comme jamais. Et quand, au final, il commence à se griller une clope devant tout le monde parce qu'il en a rien à foutre d'être là, je trouve ça très beau. Je trouve ça incroyable qu'un réalisateur comme ça, qui s'en fout des instances, parce qu'il s'en fout des instances, continue à produire et à réaliser des films qui sont aussi passionnants que celui-là. C'est incroyable. Faut aller dormir ou pas? Non, 22h, séance de 22h. Rumors. Rumors raconte l'histoire d'une réunion du G7 qui part en apocalypse. Basiquement, c'est ça. Les représentants de 7 pays doivent survivre dans une forêt où la fin... dans la forêt. Ouais, doivent survivre dans une forêt où visiblement la fin du monde est en train de leur tomber sur la gueule. Basiquement, c'est ça. Et c'est une comédie. C'est une comédie très premier degré qui se sert de son concept de science-fiction, de trucs apocalyptiques, pour raconter quelque chose de la politique et de la déconnexion des politiques. Et en vrai, je trouve que ça marche plutôt bien dans la première heure. Après, je trouve que ça s'embourbe un petit peu. Mais toi, qu'en as-tu pensé? Parce que je sais que t'es plus positif que moi sur le film. Non, je suis d'accord avec toi que la première heure est très drôle. Et j'étais un peu déçue par la fin, ça devenait un peu long et un peu trop n'importe quoi. Mais je dirais pas que ça cherche à raconter grand chose. Il n'y a pas trop de discours sur les politiques. Enfin, si, peut-être un peu. Il y a une blague qui m'a fait hurler de rire, c'est vraiment une blague où ils se font attaquer globalement par des zombies et le premier truc qu'il dit c'est « Ah, des manifestants !» et ça, pour le coup, ça m'a fait hurler de rire. C'est un peu n'importe quoi, parce que oui, en effet, il y a des zombies, et c'est pas un gros spoil, parce que c'est la seule image du film qu'on a pour l'instant, c'est il y a un gros cerveau qui n'a aucun sens. En tout cas, c'est extrêmement drôle, parce que c'est du grand n'importe quoi, et c'est pas... Moi, j'aime me faire avocate de la délicatesse des films, de la poésie, de la sensibilité. Là, on n'y est pas du tout. Vraiment, c'est pas fin, mais on passe un moment très très drôle. Alors peut-être que je le reverrais aujourd'hui dans une salle avec 3 personnes, je doute que ce serait aussi drôle. J'étais à côté de quelqu'un qui était hyper bon public, et bon, c'était l'ambiance, c'était une montée des marches, mais c'était quand même très drôle. J'ai beaucoup ri. Alors un petit mot juste sur les acteurs. Étonnamment, ça se débrouille très très bien. Denis Ménochet en simili Hollande, franchement moi j'y crois, mais à donf. Ce qui me rend un peu perplexe, c'est juste le choix de nationalité, que Cate Blanchett, qui est une actrice américaine, joue la présidente allemande, et que Charles Dance, un acteur britannique, joue le président américain, qui est d'ailleurs une super parodie de Biden, qui genre s'endort toutes les 5 secondes. Tu vois, cette partie-là du film, j'ai trop bien réussi. Après, quand c'est mixé avec de la SF, c'est quand ça part en couille à ce moment-là, et c'est quand Alicia Vikander débarque que je commence à piquer du nez. Mais peut-être aussi parce que c'était 22h, 5e film de la journée.
Sur la fin est pas la plus réussie, mais il y a quand même toujours des éléments. Écoute, moi j'ai été quand même bon public, il faut accepter de débrancher son cerveau, je pense, quand même. Si on met un peu trop... C'est pour ça que 22h ça marche bien. Sauf pour la fin qui est longue, mais si on n'est pas très réveillé et qu'on est dans un... On était globalement super bien pour les séances de 22h. C'est-à-dire que c'était pas des films ultra... Parce que je sais qu'il y a des critiques qui ont reçu des films ultra longs, ultra lents à 22h. Je crois qu'il y avait Caught by the Tides qui était diffusé à 22h. Ah oui. Qui est, je pense, un film très lent. Ouais, c'est le film préféré d'Alice, absolument. Qui est un film très lent, très lourd de ce que j'ai compris. Et que genre le passer à 22h, c'est normal que la majorité des critiques se cassent la gueule dessus. Peut-être pas la meilleure horreur. Ouais, c'est ça. Donc, Rumors, on conseille quand même, hein, même si je suis quand même assez mitigé dessus. J'ai quand même passé un bon moment devant. Et je pense que tu conseilles aussi. Hein, moi, je conseille aux personnes qui se sentent de débrancher leur cerveau et qui peuvent être bon public. Si on est un public un peu exigeant, je pense forcément ça plaît pas énormément. Parce que c'est un peu débile et c'est très absurde. Et l'absurde, ça marche ou ça marche pas. Mais voilà. Faites-vous votre propre avis quand le film sortira et... Je suis perplexe. Nous ressortons de... Rumors du film. Il est tellement impactant que je l'ai déjà oublié. Alors, la politique. Je peux te dire avant son avis, ça a été pour beaucoup de choses et très aigri. Voilà, faites attention à cet avis. Pas du tout. Je connais pire, moi. Ouais. Je trouve que c'est un film qui est intéressant de sa manière d'aborder la politique et d'aborder la question de la politique sur le biais de la comédie. Mais je trouve que c'est trop en surface et que ça se base sur des blagues. Genre, connu d'avance, on va faire des blagues sur le fait que les politiciens, c'est un peu des feignasses, c'est un petit peu des bullshitters, c'est un petit peu des pédophiles. Ouais, genre, les gars, on le sait ça. Ça va. Ouais, moi j'ai pas compris. Y'a rien de drôle, c'est que je comprends rien. En fait, si c'est drôle, tu sais que c'est drôle. Genre, t'as pas l'habitude de voir tes plus grands acteurs comme ça, comme Kate Blanchett, genre faire de la comédie. Genre, c'est un peu spécial. Genre, c'est pour ça que t'as du mal à savoir si tu aimes ou si tu n'aimes pas. C'est très long cette vidéo, vraiment. Et je trouve qu'on n'est pas assez concentré sur le personnage principal de cette vidéo qui est Clémence. Ça va clairement être coupé au montage. Non. Cannes. 4e jour. On reste un peu plus longtemps au lit, mais cette fois, faut tenter Megalopolis. C'est la dernière séance au Cinéum, il faut y aller. On n'a pas de billet, mais c'est pas grave, on se pointe 2h30 en avance pour avoir une place pour Megalopolis. On se fait des parties de tarot de malade où je me fais défoncer parce que je suis à chier. Et là, on passe pas. Je vous jure, c'est quelque chose quand même de voir ces gens qui se pointent à 11h35 alors que la séance dit 11h30 et se pointer généralement à 11h05 avant le début de la séance. Et le pire, c'est de les voir tous passer et de voir rentrer 20 personnes et pas nous parce qu'on était les suivants sur la liste. Et quand le pire, on doit rentrer dans la salle pour aller voir The Shameless. The Shameless est un film inconséquent, chiant à mourir, qui ne raconte rien, qui est juste le regard d'un Européen sur un fantasme qu'il veut raconter sur une relation lesbienne entre deux indiennes dans la société patriarcale indienne. C'est un vieux fantasme d'Européens moisis qui porte une vision que je trouve dégueulasse, qui est prévisible au possible, chiant à mourir. Les actrices qui sont pour la majorité de bonnes actrices s'en sortent bien, mais c'est tout ce qu'on peut faire. De toute façon, j'avais pas envie de voir ce film. Et c'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est l'un des pires films que j'ai pu voir de la sélection, selon moi. Quoi. Mec, tu trouves pas que t'abuses un peu? Non. Dis la vérité. Non, ça va, je suis pas un youtubeur, t'inquiète. T'es sûr? Parce que moi j'ai bien aimé quand même le film. Mais c'est super Arthur, vraiment c'est super, tu sais. Mais j'ai des mauvais goûts. Oui, tu feras gaffe, la perte de goût c'est un symptôme du Covid. Donc tu fais super attention, tu t'éloignes de moi s'il te plaît. Bon. On se calme, on retourne au centre, parce que évidemment au ciné, on a fait 2 heures d'aller-retour pour se taper The Shameless, et en plus on est au Cinéum de ses morts, donc on a 30 minutes de bus juste pour de la merde, et on se dit, tiens, allons à la sélection de l'Acide. L'Acide, c'est la sélection la plus compliquée de Cannes, c'est les films les plus expérimentaux, les plus compliqués à apprécier, parce que justement, ce sont des expérimentations. Et on va voir Ce n'est qu'un au revoir de Guillaume Braque, qui est un documentaire de 50 minutes, qui parle, comme son nom l'indique, de la question des au revoir. Ils filment une classe de terminale, la fin de l'année, pour eux, et comment est-ce qu'ils doivent se dire au revoir, comment est-ce qu'ils doivent surmonter ces au revoir, est-ce qu'ils peuvent même les dire. C'est un film que je trouve très très beau, qui est très simple dans ses effets de mise en scène, qui est simpliste, voire académique, certes, mais ce qui raconte justement sur les adieux qu'on doit faire aux amis, sur comment est-ce qu'on peut appréhender ça,
sur comment est-ce qu'on le ressent nous-mêmes, parce que il y en a qui disent pendant le documentaire, ouais mais je vois ça que comme une chose transitoire, parce qu'il y a très peu de gens qui réussissent à garder de contact avec des gens du lycée. Et moi ça m'a touché en plein cœur, on va pas se mentir, et les personnes qui disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans tous les élèves filmés, mentent. Vous mentez, Dolores. Un autre film qui nous a plutôt pas mal plu à Cannes, hein, parce qu'il y en avait vraiment des très bons, c'est Julie Keeps Quiet, désolée pour l'accent. T'inquiète, il y a pire, si tu Oui, dis en flamand, voilà, le vrai nom en flamand est un peu plus complexe encore une fois. Donc c'est un film qui parle d'une jeune adolescente, elle a 16 ans environ, qui fait du tennis et dont l'entraîneur va être suspendu parce qu'il est dans une enquête policière. Parce qu'il y a une de ses camarades au club de tennis qui s'est suicidée. Voilà. Donc on part sur une base assez triste hein, quand même. Voilà, c'est un film qui nous a fait verser quelques larmes à la fin. Enfin, pour ma part, toi aussi. Oui, voilà. On était deux comme des madeleines à la fin. Voilà. À 8h le matin. Super pour commencer la journée, mais on n'a pas du tout regretté. Le film, il est vraiment topissime. Quelques mots, toi, si tu en avais. C'est une manière de traiter le thème du qu'en dira-t-on dans un milieu sportif avec beaucoup de pudeur et de sensibilité. Et non, c'était vraiment un bon film. Alors, quelquefois, il était un petit peu long. Ça prend son temps, on va dire, faut être patient. Mais ouais, c'était vraiment bien traité. Et la photographie était belle. Ouais, elle est très belle et elle est un peu épurée. Là, les plans, on sent qu'ils sont très recherchés, mais c'est vraiment au spectateur de, disons, l'analyser pour comprendre. Parce qu'en fin de compte, sans spoiler le film, on apprend au fur et à mesure qu'il y a un sujet vraiment lourd qui forcément enferme la jeune fille dans un silence. C'est pour ça que d'ailleurs le film s'appelle Julie Keeps Quiet, donc Julie garde le silence. Et ce sujet, il n'est pas explicitement abordé, enfin à la fin, mais durant tout le début du film, on s'y attend pas forcément. Et les plans, ils sont très, très simples, mais c'est vraiment quand on cherche derrière qu'on se rend compte qu'il y a un message derrière. Donc c'est un film très reposant à regarder. C'est aussi ce qui peut être... Enfin, il a été aussi critiqué pour ça, c'est qu'il est assez lent quoi, à certains moments. Mais franchement, ça vaut le coup de s'y plonger dedans. Et en plus, fait intéressant, c'est qu'il parle flamand dans le film. Donc pour nous qui sommes alsaciennes, personnellement, je n'entends pas du flamand régulièrement. Donc ça maintient aussi une certaine curiosité dans le film. Quoi. Un vrai mélange entre les deux langues qui apparaissent comme ça. Et... ouais, ça donne, je sais pas, c'est intéressant. Après, je sais pas si c'est pas du tout le propos du film. Oui, c'est pas un argument valable. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Ouais, voilà. Que dire? Après, c'est le tennis, c'est hyper intéressant. C'est un milieu sportif, donc comme tous les sports à haut niveau, parce qu'elle veut faire des compétitions quand même à haut niveau. Il y a aussi les questions du training intensif où les joueurs ils sont poussés à bout. Et ce côté aussi où l'entraîneur va pousser à bout ses élèves pour, on peut dire ça leur bien d'un côté, mais aussi ça mène à leur chute et donc je vous laisserai découvrir, mais c'est hyper intéressant aussi. C'est un sujet qui a été quand même pas mal abordé, mais là on aborde un autre côté, un autre aspect qui est d'autant plus intéressant. Et en plus, le sujet donc, de la surexploitation un peu des sportifs à haut niveau, c'est pas du tout ennuyant, c'est très bien abordé encore une fois. C'est la pression sportive, mais aussi là il y a une relation, il y a un truc avec l'entraîneur très clairement. Et ça devient un peu plus explicite à la fin, mais c'est vraiment traité avec de la pudeur et de la sensibilité, je me répète, mais non, c'était bien traité, c'était bien fait, et on peut pas dire qu'on passe un bon moment, mais c'est... il y a quand même un peu d'humour. C'est talentueux. Ah oui? Bah oui. Pour ceux qui ont des cours d'allemand LV2, LV3, sachez qu'il y a une scène qui est directement liée à ça. On a explosé le rire dans le cinéma. Tout le monde nous a regardé, d'accord? Mais parce qu'ils font une sorte de pièce de théâtre et c'est hilarant parce que disons qu'ils ont un accent assez marqué et nous aussi ça nous rappelle des souvenirs. Quoi. On est forcément beaucoup plus attachés à un film qui nous rappelle des souvenirs personnels. Voilà. Donc il y a quand même un peu d'humour pour ceux qui ont peur de se plonger dans un film triste et non, il est vraiment bien. Voilà.
allez voir s'il sort, je sais pas où, quand, ça sera la surprise. Voilà. Bon, allez, maintenant silence religieux, parce qu'il faut parler du meilleur film de Cannes. Il faut parler de la grosse turbine à viande, du gros gorefest, du barbecue, de la charcuterie merguez, The Substance de Coralie Farja. Je l'ai tenté en montée des marches avec les bonnes chaussures sur le cou, merci Eden pour le dépannage, et quelle incroyable proposition. Donc là, on est dans la queue last minute du Grand Théâtre pour voir The Substance en avant-première. Et voilà, ce serait le 3e film qu'on voit de la journée, nous, avec Amélia et Eva. Et c'est un film d'horreur, donc on a très très hâte, mais on n'est pas sûr de rentrer parce qu'on est assez loin dans la file. Parce qu'on se fait doubler en fait. Oui, parce que on s'est fait gruged. Moi j'allais voir les gens, je vais leur dire il y a des règles à Cannes. Ok. Ouais, J'ai mis qu'on était en place. On est dedans. On est dedans. On est là pour voir tes corps déchirés pendant 2h20. J'ai vraiment un gros zoom sur ton œil. The Substance raconte l'histoire d'Elizabeth Sparkle, une actrice qui est abandonnée par le système qu'il a mis en place, parce qu'elle commence à vieillir, parce que son corps ne plaît plus aux investisseurs, parce qu'elle n'est plus désirable, pour le dire de façon globale. Et elle va recevoir l'appel d'une organisation qui lui propose The Substance, qui est une substance qu'elle s'ingère dans le corps, qui lui permet de créer une version plus belle, plus jeune, plus parfaite d'elle-même, qui peut elle tout réussir dans ce système qui ne réussit à entretenir que les femmes qui ne peuvent devenir que des objets sexuels. Le principe est simple. Il faut passer 7 jours dans le corps de la version jeune et parfaite, et 7 jours dans le corps de la version normale. Si on respecte les règles, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? The Substance est un film de body horror extraordinaire. J'ai rarement vu un film de body horror aussi fun, aussi jouissif dans sa forme, parce qu'il y a une forme de jouissance qu'on y trouve, hein, on va pas s'y mentir, qui est drôle, parce que vraiment il y a des moments qui sont drôles, et qui est en termes de pur effet pratique, dingue. C'est un film qui va piocher dans plein de trucs, il va piocher dans le portrait de Dorian Gray, il va piocher dans la peau de chagrin de Balzac, il va piocher dans du Cronenberg, dans La Mouche, dans plein de trucs, et il digère ses références. C'est pas un melting pot de références comme ça qui sont balancées ça et là. Non, il les digère, il les comprend pour servir un film incroyable, je le maintiens, qui est incroyable, qui, oui évidemment, il y a de l'arrachage d'ongles, il y a du sang partout, il y a de l'arrachage de dents, il y a du pu, du gore, du sang, plein de trucs, et c'est jamais indigeste, ça dure 2h20 et on s'ennuie jamais, c'est incroyable de bout en bout. Demi Moore et Margaret Qualley livrent des performances que je trouve folle. Et ce que ça raconte aussi sur un système qui n'entretient plus les femmes passé un certain âge parce qu'elles ne peuvent plus être réifiées à des objets sexuels, je trouve que c'est, dans la période actuelle, dans le MeToo actuel, dans ce que ça raconte du système, c'est incroyable. Coralie Farja a livré un immense film que je considère comme le meilleur de la sélection officielle, le meilleur de Cannes et le meilleur film de l'année tout court. C'est basé. J'ai hurlé en quittant la salle que le film était un chef-d'œuvre. Je l'ai hurlé dans la rue de Cannes. Et je pense que tous ceux qui étaient à côté de moi s'en souviennent, je l'ai hurlé. Et je pense que les personnes qui étaient aussi assis à côté de moi pendant la séance ont peut-être eu envie de me baffer plusieurs fois parce que je me claquais les cuisses comme jamais. C'était trop bien. Et il n'y a pas à dire, The Substance va me rester longtemps. Et pendant ce temps-là, un autre groupe est allé voir En Fanfare, un autre film, et on vous en parle tout de suite avec eux. Ok, je vais vous parler du film En Fanfare de Emmanuel Courcol, un film que j'ai particulièrement adoré, qui a été présenté en Cannes première. Pour vous en parler, je vais accueillir un collègue qui s'appelle Arthur. Vous avez peut-être déjà vu. C'est moi. Bonjour, j'étais déjà là avant, bah c'est de nouveau moi. Voilà, je suis heureux de vous dire ce que j'en ai pensé. Spoiler, j'ai bien aimé, et lui aussi. Donc vraiment, il va y avoir zéro contradiction, on va juste saucer le film, voilà. Oui, on est tout à fait là pour dire que ce film, c'était incroyable. Et on va tout d'abord vous parler de l'histoire. Alors, c'est l'histoire de Thibaut, un chef d'orchestre de renommée internationale, qui fait donc le tour du monde pour présenter ses symphonies. Mais, il a une leucémie. Ça, c'est chiant. Il vient de l'apprendre. Chaud. Il a une sœur qui peut potentiellement être une donneuse de moelle osseuse pour le sauver. Mais c'est pas vraiment sa sœur. C'est ça qu'on apprend. C'est pas sa sœur. Mais il a un frère. Ah oui. Sa mère biologique a eu 2 enfants et ils ont été séparés à la naissance. Et ça, il ne le savait pas jusque-là. Et c'est en se reconnectant avec son frère, qui ne vient pas du même milieu social que lui, qui a
qui fait partie, on va dire, des oubliés de la mondialisation, qui joue à la fanfare, et c'est là que c'est intéressant parce que les deux vont fraterniser, parce qu'ils sont frères, du coup ils fraternisent, c'est drôle. Trop marrant lol les gars. Ils vont fraterniser autour de la musique, parce qu'en fait, Thibaut, donc, est chef d'orchestre, et son frère... Il est tromboniste dans une fanfare, dans le Nord, on l'a déjà dit. Ouais. Et donc Jimmy, son frère, est dans une fanfare en tant que tromboniste, et à côté de ça, enfin à côté, c'est son vrai travail, mais l'histoire se focus plus sur le moment où il est tromboniste forcément, à côté de ça, il est quand même cuisinier dans une cantine scolaire. Voilà. Donc les deux viennent de milieux sociaux complètement séparés par plein de choses, ils ont été séparés à la naissance, et il faut en fait que Jimmy accepte de donner sa moelle osseuse à Thibaut pour qu'il puisse survivre, ce qui n'est pas chose gagnée quand même, parce que dès le début, il n'est pas forcément enclin à cette solution. C'est vrai, ils se connaissent pas. Et donc cette relation en fait va se créer autour de leur amour commun pour une même chose, donc qui est la musique, même si c'est pas du tout le même type de musique. Ils vont se rendre compte qu'en fait leur vie aurait été très très différente s'ils n'avaient pas été séparés à la naissance, dans les deux cas d'ailleurs. Mais ils se rendent compte en fait que la musique c'est vraiment la chose qui les lie tous les deux. Et donc il y a une histoire très belle autour de cette musique. On a notamment une utilisation de la musique Emmenez-moi de Charles Aznavour qui est magnifique et qui est jouée par exemple par la fanfare dans le film ou bien la musique réelle originale de Charles Aznavour qui fait tout simplement qu'après dans tout le festival on a la musique en tête. Donc c'était vraiment super. Oh, c'est sympa, vraiment c'est sympa comme expérience. Vraiment j'ai regardé en fanfare, j'ai commencé à chanter au début du film, j'ai commencé à chanter genre qu'il y avait la musique. Il me semble que toi t'as pas vu le film comme moi, parce que moi je l'ai vu dans une salle de cinéma normale, vous connaissez, il y a le film, après c'est fini, il y a les crédits et on part. Mais je crois que t'as eu un peu de chance. Moi j'ai eu de la chance. J'étais avec 2 autres personnes. On était 3 de toute la classe. On est allé dans le Grand Théâtre Lumière pour la vraie première. Et il y avait l'équipe du film, ainsi qu'une surprise, la fanfare en fait, la fanfare du film. La fanfare du film qui débarque à la fin du film et qui nous joue Emmenez-moi dans le Grand Théâtre Lumière. Et c'était magnifique. Voilà, j'ai le seum. Je pense qu'on peut dire que je te déteste désormais. Moi Mais qui elle est celle-là? Non, vraiment de la chance. Mais moi, je vais dire un truc. Ce qui m'a particulièrement plu dans ce film, c'est que c'est feel good. C'est-à-dire que du début à la fin, en fait, tu aimes ce qui se passe. Tu aimes ce qui se passe devant tes yeux. Tu sors, t'as un gros sourire. Enfin, je sais pas si c'était ton cas. Disons que même quand on apprend qu'il est malade et qu'il va sûrement en mourir, en fait, l'histoire elle est belle. C'est comme dans Big Fish où à la fin le personnage meurt, on le sait, mais c'est quand même très, très poétique tout ce qu'il y a autour. Et donc c'est pas triste. C'est pour ça que je dis que c'est un peu un film qui sort qui sort pas du lot comme les autres films du Festival de Cannes, parce que tous les autres films du Festival de Cannes ont vraiment un côté noir, une vision très sombre sur notre société, sur notre monde. Et là c'est vraiment quelque chose de feel good. Ok. Donc le 27 novembre en fanfare qui sort en salle de France. Il n'y aura pas la fanfare dans la salle de France. Il y aura sûrement pas la fanfare. C'est triste, moi j'aurais bien voulu avoir. Maintenant, il y a Coin qui joue dedans. Coin. Pierre Lotin. Et Benjamin Laverne. Mec, c'est n'importe quoi notre... Avec Coin des tuches, voilà, masterclass. Qui fait référence d'ailleurs à son personnage du Nord. C'est vrai, c'est réel, parce qu'ils sont encore dans le Nord. Et il est plus vieux et il est pétable, faut se le dire au bout d'un... Ok, là. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Allez le voir le 27 novembre dans les salles et ne m'écoutez pas, mais il est pétable. Il est... Pendant ce temps... Je vais parler du documentaire Hayao Miyazaki et le héron. C'est un documentaire sur principalement la vie de Miyazaki les quelques années avant la sortie du film Le garçon et le héron. C'est un film que je n'ai pas encore vu, mais j'ai regardé donc ce documentaire au Festival de Cannes et ça m'a permis d'avoir une vision assez particulière du film parce que ce dernier il a été plutôt mal reçu dans le sens où il est très difficile à comprendre, où le message derrière il paraît un peu flou. Et le documentaire il permettait d'éclaircir un peu ce qu'a voulu faire Miyazaki avec ce film. Et on apprend en fait que c'est vraiment le résultat de toute sa vie, mais aussi un concentré de ses inquiétudes vis-à-vis de la mort, parce que durant la réalisation de ce film, il a au moins... je pense 4 ou 5 de ses amis qui sont décédés
Chaque personnage en fait de cette histoire reflète quelqu'un qui a été très important dans sa vie et qui est décédé. Je sais qu'il y a sa coloratrice qui joue un personnage d'une aviatrice et le personnage, c'est un vieux monsieur avec des cheveux blancs, vu que j'ai pas vu le film, je peux pas vous dire le nom, qui est en sorte de dieu il me semble. C'est le reflet d'un de ses, disons pas amis, mais quelqu'un qui figure comme étant son grand frère qui va mourir, qui a réalisé d'autres films dont Le tombeau des Lucioles il me semble. Donc c'est hyper intéressant de voir que c'est un film qui dédie à tous ses amis qui sont morts. Et aussi, on apprend qu'au Japon, les esprits, c'est quelque chose qui est vraiment profond dans la culture japonaise. Et il y a une séquence qui m'a marquée, c'est Miyazaki qui se promène en nature et qui entend l'orage qui gronde. Et pour lui, cet orage, c'est son ami qui est mort, qui avait tendance à, disons, le reprendre ou se mettre en colère contre lui. Et donc ça lui rappelait cet ami qui est décédé. Et c'est hyper profond et on apprend énormément de choses sur le film, mais je ne veux pas trop vous dire ce qui se passe dedans parce que c'est vraiment une expérience à vivre personnellement devant le documentaire. Donc s'il sort au cinéma, j'en ai aucune idée, allez le voir. Et sinon, essayez de le trouver quelque part parce que ça mérite vraiment de voir ce chef-d'œuvre. Cannes. 5e jour. Et y a pas à dire, The Substance va me rester longtemps. Il va tellement me rester que j'y retourne. Balek. Séance de 11h. De toute façon, il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait plus que ça. Je retourne voir The Substance et au deuxième visionnage, ça passe toujours trop bien. C'est incroyable. On le maintient. Coralie Farja a livré le meilleur film de Cannes. Et je comprends pas comment ce film a fini en compétition officielle. C'est à n'y rien penser. Pendant ce temps-là, une autre équipe est allée voir Le procès du chien de Laetitia Doche. Et il nous en parle tout de suite. Donc Le procès du chien, réalisé par Laetitia Doche, est un film qui a été présenté en sélection Un certain regard, qui a notamment reçu la Palme d'Or et qui le mérite, évidemment, d'où le titre Le procès du chien. Cette comédie hilarante raconte l'histoire du chien Cosmos qui a mordu quelqu'un au visage et qui donc doit être jugé et potentiellement condamné à mort. Donc ce sont des enjeux plutôt graves et pourtant Laetitia Doche en a fait une comédie qui franchement est très drôle. L'avocate Avril Luciani décide de prendre la défense de ce chien ainsi que de son maître Darius et compte bien gagner ce procès. Pour cela, elle va devoir redéfinir le statut social du chien pour qu'il soit finalement jugé comme un humain, ce qui apporte des situations comiques hilarantes. Et bien sûr, à notre époque, il fallait s'y attendre, ce procès prend une ampleur médiatique et même éthique immense, dépassant grandement les attentes du personnage principal. Un petit mot sur les acteurs maintenant, on a donc Laetitia Doche qui a réalisé le film, mais qui joue également le rôle principal de l'avocate. On a également François Damiens qui va jouer le maître du chien Cosmos, qui s'appelle Darius. Et surtout, on a la légende, Jean-Pascal Zadi qui joue un dresseur de chiens, qui s'y connaît très bien en chien et c'est particulièrement comique ce personnage, Jean-Pascal Zadi quoi. Donc en gros ce film c'est une comédie hilarante qui est vraiment réussie. Jean-Pascal Zadi c'est le boss et on enchaîne avec Black Dog qui parle également de chiens, donc cette matinée c'est vraiment les chiens, c'est notre matinée Palme Dog. Donc Black Dog, le film réalisé par Guan Hu, un film donc chinois qui est dans la compétition Un certain regard, qui a d'ailleurs remporté le prix Un certain regard, décerné par ce cher Xavier Dolan. Coucou. C'est un très beau film qui raconte l'histoire de Lang, donc un personnage vachement mystérieux qui ne parle quasiment pas dans le film et dont on va suivre l'histoire, on va suivre en fait son retour à sa ville natale et on va suivre une rencontre en fait entre un chien noir. Mais non! Mais hasard de dingue! Donc cette rencontre qui va créer une sorte d'amitié entre deux personnages particulièrement mystérieux et chelou. Singulier, merci. Il faut être patient, je pense, pour ce film-là, parce que c'est très contemplatif. Mais je veux dire, c'est pas une contemplation comme les damnés. Personnellement, ça me fait penser à du Jacques Tati, une sorte de Jacques Tati chinois. Là aussi, il y a un certain mélange. On avait dit, c'est comme si c'était, imaginez le personnage de Mr. The Body de John Wick 4, excusez-moi la référence, avec son chien, qui évoluerait dans un univers très Jacques Tati, en Chine, à la veille des JO de 2008, et ça filme le quotidien des laissés pour compte à ce moment-là.
Et il y a des... Ah oui, il y a aussi des trucs qui m'ont pensé un peu à l'île aux chiens, dans la problématique des chiens dont on veut se débarrasser. En fait, le réalisateur avait une réelle volonté de filmer en fait un village très reculé dans le désert de Gobi, donc un désert en Chine. Il avait cette volonté de filmer le quotidien des gens qui habitent pas dans les grandes villes chinoises, d'où lui il est originaire, ainsi que l'acteur principal par exemple. Et il le fait particulièrement bien, je trouve. Oui. Surtout d'un point de vue technique, le film a une esthétique magnifique. C'est filmé à la pellicule, très beau. avec un objectif anamorphique, donc c'est magnifique. L'image est très très longue, c'est comme un panoramique. Et il filme des plans magnifiques sur le désert, avec les chiens qui débarquent, c'est très très beau. Et il y a les couleurs aussi sont un peu bleu-rose. Ouais, gris. C'est ça, c'est vraiment très beau en fait, très esthétique. Il y a un petit côté post-apocalyptique aussi, alors que je pense que c'est pas... Non. Moi c'est mon top 1 personnellement, parce que je l'ai trouvé magnifique et c'est un vrai moment de voyage. Et je trouve que le fait que ça ait gagné un certain regard, il y a vraiment du sens, même avec le nom du prix, un certain regard. On va pas faire de jeu de mots foireux, mais ça... Il mérite à 200%. Allez voir Black Dog, c'est un très beau moment. Et même si c'est un peu convenu, une histoire d'amitié avec un chien, le chien que personne ne veut, c'est un peu toute la... J'en ai vu des films avec des chevaux qui vont mourir, et en fait, il y a quelqu'un qui devient ami avec, il faut pas que le cheval meure. Bah, c'est pareil, mais avec un chien, mais ça n'empêche, c'est super bien. Il est un peu exclu de la société, parce que... Oui, la strate en moi qui avait 8 ans, et la strate actuelle, étaient toutes les deux également heureuses, mais voilà... Allez, à la bouffe, car encore une fois, le pouvoir du refresh a fait son œuvre. On a pu avoir des places pour la Palme d'Or d'honneur donnée au studio Ghibli. Et je ne me sens pas très légitime à en parler, car je n'ai vu que 2 Ghibli dans ma vie. Je laisse donc une personne plus expérimentée en parler. Bonjour, je suis l'homme expérimenté. Je vais donc vous parler de la Palme d'Or d'honneur qui a été donnée non pas à une personne mais à carrément un studio. Et cette année ça a été pour le studio Ghibli, donc autant dire que j'étais très très heureux parce que c'est un studio qui fait des films d'animation qu'on peut qualifier de chef-d'œuvre sans aucun problème, c'est magnifique. Mais avant ça, j'ai un petit coup de gueule à faire passer pour le Festival de Cannes là. C'est à moi que tu parles, quand vous faites des doublons là. Je connais, c'est la haine, c'est comme dans la haine, c'est Vincent Cassel. Bon, il a la ref. On en reparle plus tard, hein. Oui, le Festival de Cannes, quand vous faites des doublons là, des doublons de tickets sans faire exprès, soi-disant, au moins acceptez votre erreur là. Faites pas genre ouais non mais c'est toi, t'as passé ton billet déjà, tu t'es gouré. Oui parce qu'en fait moi mon billet il est déjà passé. Du coup quelqu'un a passé mon billet avant moi, du coup c'est incompréhensible ce que je dis, mais je me suis fait avoir, j'ai pas pu passer, voilà. Plus sérieusement, donc quand j'ai pu rentrer, bien sûr, j'ai été hyper heureux parce que j'étais sûr de pas rentrer avec ce doublon de billets de merde. Je me suis installé tout au fond, j'étais au fond du Théâtre Lumière, du Grand Théâtre Lumière, le truc qui doit faire 3 km de longueur à peu près. Mais c'était quand même super. Il y avait monsieur Goro Miyazaki. Goro Miyazaki, le fils de Hayao Miyazaki, juste rien que ça. Le fils d'Hayao Miyazaki, qui était là pour nous parler, pour nous dire qu'ils avaient prévu beaucoup de surprises, parce qu'ils étaient très honorés, bien sûr, d'avoir la Palme d'Or d'honneur. Mais avant qu'ils nous présentent cette surprise énorme, ils ont passé un petit film, un mash-up en quelque sorte. Rien de très compliqué, en fait, une suite de scènes des films de Ghibli, un truc assez simple que nous-mêmes, on aurait pu faire, mais... Dans l'état où j'étais, avec le contexte, avec la beauté de ces scènes et la musique des films, etc., c'était vraiment... En fait, comme s'il déballait toute mon enfance, parce que j'ai grandi avec les films d'animation du studio Ghibli, et c'est comme s'ils avaient déballé toutes les scènes qui ont bercé mon enfance. Donc concrètement, ce petit film m'a fait pleurer en fait. Voilà, c'est les larmes directement, un torrent d'émotions lié à la visualisation de toutes ces scènes qui ont bercé mon enfance, c'était très très beau. Donc après ce mash-up plein d'émotions, Goro Miyazaki a annoncé la grande surprise du studio Ghibli. Le visionnage de 4 courts-métrages qui sont jamais sortis du Japon, qui ont été faits pour le musée Ghibli. Et donc on a pu voir 4 courts-métrages avec des techniques très originales, notamment plusieurs courts-métrages complètement bruités à la bouche, donc ça donnait un rendu particulièrement amusant, et c'était vraiment sympa. Bref, cette cérémonie de la Palme d'Or d'honneur était un vrai kiff pour tout le monde, même pour ceux qui connaissent moins Ghibli, je pense. Voilà, gros kiff. Je repasse la parole à ce cher Antonin qui va continuer la narration. Allez, dernière ligne droite parce que maintenant, on se prépare pour l'émission d'Augustin Trapenard, la grande librairie. On a pu là aussi être dans le public.
Les gars, j'ai un but dans la vie, devenir professionnel et revenir à Cannes par moi-même. Allez. En tout cas, on veut un maximum de pouces bleus dans le chat, bien sûr. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et donnez-moi un maximum d'amour. Madame la ministre. Thibaut. Comment t'appelles ça, le manifestant? Droit dans les yeux, waouh. Mettez-moi ces cernes pour y faire cuire des steaks. Oh, ces bâtards, arrête, on les a tous. Oui, oui, bien sûr. Mais toi, ça va? Ah, y'a pas de stabilisateur. Ah, on dirait les trois mousquetaires. Emmenez-moi au bout de la... Je sais pas danser en fait. Emmenez-moi. Pas content, pas content, pas content, pas content, pas content. J'ai pas le temps, pas con du tout. Parce qu'en fait, comme j'ai pas le temps, j'ai enlevé le temps. T'es content? Ouais. Il me semble que la misère serait bien meilleure au soleil. Non, ce serait moins pénible. Chut! Non, à la fin, c'est bien meilleur, je crois. Non, c'est moins pénible. Il n'y a pas une fois où c'est bien meilleur? Non. Je tiens à m'excuser pour... Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Bravo! C'était tellement plus satisfaisant qu'avec Léa Salamé, je vous jure. Alors, la grande librairie a une image, qui est partiellement vraie, hein, de intellectuels bourgeois qui parlent entre eux, de trucs quand même assez élitistes, on va pas se mentir, et c'est vrai hein, par instant, mais je trouve que ça se laisse parler, les gens s'écoutent entre eux, ça n'interrompt pas, parce que Léa Salamé c'était que ça tout le temps, et entendre Daniel Auteuil parler de Marcel Pagnol, parler de son rapport au cinéma, de son rapport à la littérature, je trouvais ça extrêmement important. Le replay est toujours disponible si vous avez envie de le voir évidemment. Et c'était un moment très chouette, je le maintiens. Et Augustin Trapenard, que du cœur. Et je réussis à choper une place pour The Apprentice à 8h le lendemain. Dodo. Cannes, dernier jour. Réveil à 8h, je suis aussi défoncé que les narines de Cyril Hanouna après une hausse d'audimat. Et donc j'envoie un délicieux message sur le groupe en disant « Quelqu'un veut ma place pour The Apprentice s'il vous plaît ?» Je la redonne et je me rendors. Je suis là pour vous parler de The Ballad of Limonov de Kirill Serebrennikov. C'est son 4e film à Cannes et pour moi, c'est le deuxième ou troisième meilleur film que j'ai vu à Cannes. C'est vraiment un gros coup de cœur. Je suis allé le voir un peu par dépit parce que j'avais pas réussi à avoir d'autres films que je voulais voir. Je me souviens très bien qu'à la fin de la séance, il y a un truc où vraiment je me suis dit c'était la chose qui m'a fait aimer ce film et c'était la même chose pour tous les gens qui étaient là avec moi, c'est la musique. La musique était incroyable. Du début à la fin, ça va toujours bien avec l'image. C'est harmonieux, c'est beau, c'est magnifique. Je sais que j'ai déjà dit, mais je me répète, je radote. Quelque chose d'autre qui était sublime, c'était la photographie. Quand ils tournent sur les toits, pour moi, il y a un moment où ils sont à New York, et dans un moment de perdition, on va dire, Limonov, qui est donc le personnage principal, se retrouve sur un toit de nuit. Et bon, je vais pas raconter ce qui se passe, mais la photographie est juste magnifique. La ville de nuit est capturée si bien, l'âme de la ville de nuit en fait est capturée par Kirill Serebrennikov, c'est vraiment impressionnant. Donc c'est basé sur un livre qui raconte l'histoire de Limonov, un écrivain, poète russe, ukrainien si je me trompe pas, parce qu'il habitait dans la ville de Kharkiv. Mais c'était l'Union soviétique à l'époque, un poète qui est anarchiste, on pourrait dire, qui est contre l'ordre établi. Cependant, il va faire des écrits qui sont engagés et qui vont plaire aux gens à un tel point qu'il est capable de s'exiler dans un autre pays et il quitte l'Union soviétique. Pendant cette période en dehors de l'Union soviétique, avec sa femme, il a des histoires d'amour qui sont un peu compliquées, on va dire, pour dire le minimum. Mais là, il part avec sa femme, ils vont s'installer à New York, et à New York, ça va être la découverte du monde occidental, et c'est nouveau pour eux, et ça donne encore une fois des grands moments de cinéma, en fait, je trouve, quand ils filment les rues de New York, l'âme, en fait, c'est vraiment ça, l'âme de la ville a carrément été capturée, je trouve, dans ce film. Et après cela, il va se rendre à Paris, en France, et au fur et à mesure retourner dans son Union soviétique natale, où il a le droit de revenir grâce notamment aux réformes de la perestroïka et de la glasnost qui permettent d'ouvrir
plus grandement la culture en fait en Union soviétique. Et donc il revient et il est l'allié du régime. Et c'est vraiment fort parce que à la fin, il y a un petit moment où il parle de après l'Union soviétique, ce qui s'est passé. C'est vraiment court et il n'y a pas grand chose à dire dessus non plus. En fait, le mec est passé de communiste à nazi et il s'est fait enfermer dans des prisons en Russie et il est mort un tout petit peu avant l'invasion de l'Ukraine, mais il est pas ouf, on va dire, dans les années modernes. Enfin, certains pourraient même dire de toutes ces années, mais dans les années modernes, il est pas ouf. Et je trouve que la période qu'on passe, qui est la plus importante et qu'on voit à la caméra, c'est la période à New York. Et en fait, il y a un plan séquence qui dure, je sais plus combien de minutes, mais un petit moment quand même, et qui est, encore une fois, mais organisé et orchestré d'une façon si belle. Et en fait, tout se passe bien. Et c'est un plan séquence où on le voit évoluer, traverser certaines périodes de la vie, de l'histoire. Et en fait, je trouve que ce film, il capture deux choses. De un, l'histoire, et comment Limonov la traverse et ce qu'il influe dans l'histoire. Et une deuxième chose, c'est l'âme des villes. C'est-à-dire quand on voit Kharkiv, quand on voit Moscou, quand on voit New York, quand on voit Paris, c'est représentatif en fait de l'ambiance à cette époque-là. Et ça, je trouve ça très impressionnant. Et c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir La Balade de Limonov. It's the Night, c'est un film qui nous a beaucoup plu aussi. Encore une fois, on est tout à fait d'accord sur beaucoup de sujets sur It's the Night. Ça nous a plutôt plu. Mais ça a divisé pas mal dans ceux qui l'ont vu. Ça raconte en fait l'histoire d'un frère et d'une sœur qui sont très proches, mais qui sont proches dans un jeu vidéo. Je me rappelle plus le nom du jeu. Dark Noon. Dark Noon, voilà. Le jeune frère, pour s'en sortir dans la vie, il deal de la drogue et il va rencontrer un sorte de vendeur dans un supermarché qui s'appelle Knight. Et il va progressivement faire tomber Knight aussi dans le dealage de drogue. Oh là là, me dites pas que vous êtes en train de dealer de la drogue. Ça va poser problème au gang de la zone où ils vendent de la drogue, ce qui va mener à des violences et à des épisodes assez dramatiques pour eux. Et en parallèle, du coup, il y a l'histoire avec sa sœur qui, contrairement à son frère, reste totalement plongée dans Dark Noon, donc le jeu vidéo, et elle se sent un peu délaissée par son frère qui va commencer à avoir une relation avec Knight. Il y a une toile de fond, c'est que le jeu de vidéo va fermer, enfin le serveur va fermer, donc ça sera impossible d'y jouer, et donc il y a une sorte de compte à rebours. Ouais, de compte à rebours, voilà. Donc on sait qu'il y aura un dénouement tragique. On sait que c'est un film qui est plongé vraiment dans un univers tragique, voilà, on peut dire ça comme ça, mais il n'est pas totalement sombre non plus, il y a des éclaircies, notamment avec la romance entre Knight et le frère, et la sœur aussi qui va commencer à fraterniser avec Knight. Voilà. C'est un résumé assez long, mais le film s'éparpille beaucoup. Alors, les points positifs, c'est que c'est un film très intéressant qui parle d'énormément de choses. C'est donc aussi un point négatif, c'est qu'il s'éparpille beaucoup. Un autre point négatif, et ce qui est sûrement la chose qui a séparé le plus, qui a divisé le plus sur ce film, c'est les scènes de sexe qui sont filmées de manière très violente. C'est de l'amour, mais c'est filmé beaucoup, c'est trop, c'est un peu trop. En fait, tout est dans l'excès dans ce film. C'est un très bon film, mais notamment les scènes de sexe qui se répètent, qui s'enchaînent à plusieurs lieux différents, c'est beaucoup. Les scènes de violence, c'est plutôt très très violent aussi. Donc voilà, c'est pas mal dans l'excès. Oui, après c'est une partie, sur les scènes de sexe, je suis totalement d'accord, c'est peut-être pas forcément utile à l'histoire. Les scènes de violence, par contre, en fait, ce qui est intéressant d'un point de vue cinématographique, si on est totalement objectif, c'est qu'en fait, ils vont appliquer les codes du jeu vidéo à la vie réelle. Donc les plans, les personnages, ils sont centrés. Il y a notamment un moment où ils sont sur une moto et elle est vraiment centrée comme sur un jeu vidéo de course à moto. Mais les codes de la vie réelle sont appliqués aux jeux vidéo. Notamment parce qu'en fait, ils ont totalement créé le jeu vidéo Dark Noon, donc ça c'est assez remarquable étant donné le peu de moyens qu'ils avaient pour le faire. Mais la sœur a un avatar qui lui ressemble au fil du film de plus en plus. Et en fin de compte, ce personnage-là, cet avatar, il va être filmé avec beaucoup de sensibilité. Et dans le jeu vidéo, on va que montrer des scènes très douces, très calmes, très reposantes. À l'inverse, dans la vie réelle, on va montrer
des scènes de violence, du coup liées au trafic de la drogue. Voilà, et donc c'est ce que voulaient aussi les réalisateurs. On a eu la chance d'assister un peu aux questions-réponses. Et c'est vrai qu'il y a un vrai échange des mondes, on va dire ça comme ça. Et c'est extrêmement intéressant d'assister à cette expérience, hein, on peut appeler ça comme ça. C'est un film vraiment assez inédit. On peut aussi noter que dans le jeu vidéo, il y a une sorte de progression. Au début, les graphismes ne sont pas très très beaux et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus beau, il y a de moins en moins de pixels, les paysages sont de plus en plus grandioses, les couleurs sont de plus en plus éclatantes. Donc c'est une vraie progression, alors que le film, dans la vie réelle, c'est de plus en plus sombre. Donc il y a encore cette inversion entre la vie réelle et le jeu vidéo. La fin se déroule une partie dans le jeu vidéo, en fait c'est la conclusion. Sans trop spoiler, en fin de compte, l'histoire c'est vraiment la sœur qui est de plus en plus séparée avec son frère, et la fin du jeu vidéo signifie justement pour eux leur amour qui se retrouve. Ouais, en fait. Leur rencontre. Comment on appelle ça, leur réunion, voilà, je cherchais le terme. Sans spoiler la fin, franchement, elle est incroyable. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. C'est surprenant, la fin. On peut ne pas s'y attendre. Voilà, c'est ce qu'on dirait du film, c'est ça. Je sais pas. Ah ouais, tout est inattendu, en fait. Ouais, voilà. Allez le voir et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est très important. Je me réveille à 10h30, tranquillement, plus trop défoncé, et il me reste plus qu'une seule séance. Il faut choisir intelligemment, et donc je propose d'accompagner les gens pour aller voir The Shroud de David Cronenberg. Et je laisse la parole à l'ami Arthur, qui va nous parler de ce film. Oh, vous êtes là. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film, et non, je vais pas parler du GOAT, The Greatest of All Time, je vais parler du MOAT, la merde of all time. Car juste après Jordan Bardella, The Shroud est la pire chose qui soit arrivée cette année à l'univers tout entier. Et c'est dommage. Je suis déçu, parce que j'adore Vincent Cassel, je l'adore. Et quand je l'ai vu dans ce film, ça m'a foutu la haine. La haine, vous l'avez là. La haine, un film en noir et blanc, sorti en 1995 et écrit et réalisé par Mathieu Kassovitz. L'histoire commence juste après une nuit d'émeutes, opposant des jeunes d'une cité à la police dans de la banlieue parisienne. Ces émeutes se constituent à la grave blessure d'Abdel Chacha, un habitant par un inspecteur de police. Les protagonistes... 6 avril... Arthur. Ah pardon, fallait qu'on parle de The Shroud. Faut qu'on parle de The Shroud. Ah j'ai oublié. Je suis désolé. Je peux? Pardon, j'aime trop... Bah bien sûr, assieds-toi. J'aime trop la haine, je parle dans des tangentes des fois comme ça. T'inquiète pas, ça va aller. On passe tous par là à un moment donné, tu sais. Ah, en même temps, j'ai envie d'oublier The Shroud, hein. Ah bah, moi aussi j'ai envie de l'oublier, mais le problème c'est qu'il ne veut pas sortir de mon esprit. Donc, comment résumer The Shroud de manière grossière? C'est de la merde. Ah Voilà, oui, c'est de la merde. Oui, bah en fait... C'est nul. C'est mal écrit. C'est nul. Non mais c'est nul. Je me permets. On ne peut plus rien dire aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Vous parlez depuis tout à l'heure, on n'entend que lui, C'est insupportable, on n'entend que vous depuis tout à l'heure. On n'entend que vous. On n'entend que lui depuis tout à l'heure. On n'entend que vous depuis tout à l'heure. On n'entend que lui depuis tout à l'heure. C'est fou de faire des monologues comme ça et d'être ambigu sur des sujets aussi. C'est mal écrit, c'est mal joué. Vincent Cassel, on a l'impression qu'il fait mieux pendant 2 heures de film. C'est insupportable. C'est filmé comme une pub de voiture et de fait, c'en est une parce que... Est-ce que tu connais Tesla, mec? J'adore Tesla, c'est vraiment cool. Tesla, il y a plein de fonctionnalités super. Achetez-en une tout de suite. Regardez, le lien, il est là sur sa gueule. Non, c'est un peu comme ça qu'elle filme. Bah, c'est ça le truc, c'est que genre, vas-y qu'on va te montrer comment est-ce qu'elle se conduit. T'as vu, elle se conduit toute seule, hein. C'est super. C'est genre, et t'as vu, genre, elle a une caméra de recul, ma Tesla. T'as vu, ouais. Alors, je ne dis pas, les placements de produits, c'est un truc, ça permet de financer des films, je suis entièrement d'accord. C'est très bien, c'est normal d'en avoir. Mais quand tu les bourres au forceps comme ça, faut les faire bien. Ouais, c'est ça. Faut qu'ils soient dissimulés. Là, t'as vraiment des gros plans sur le logo Tesla, sur le volant. Il y a des plans de coupe sur Tesla, tu crois vraiment dans une pub à la télé, c'est nul. Et il n'y a pas que Tesla, hein, de toute façon. Vraiment, ils parlent de Google aussi, ils parlent d'Apple. Apple, il y a des MacBooks qui sont comme ça, avec des petits plans de coupe sur eux aussi. On a compris que tu veux nous vendre des trucs, hein, vraiment. Et je suis désolé, genre... Je sais où tu habites. Je suis désolé, mais genre, c'est un film qui n'a pas de réel besoin d'avoir autant de placements de produits. C'est pas un film qui a une ambition particulière. Je t'arrête tout de suite. C'est un film qui n'a pas de réel besoin. Oui. On peut s'arrêter là. C'est ça. Vraiment, c'est trop en fait. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de voir ça? Moi, c'est vraiment Vincent Cassel. C'est un acteur. Ouais, je vais revenir sur lui parce que vraiment, je l'adore. C'est un acteur que j'adore. Mais vraiment, je l'idéalise un peu. Et maintenant, après avoir vu ce film, je pense que je pourrais plus jamais revoir les autres films pareils. Il est nul dedans, il ne sait pas jouer. Même moi, je joue mieux alors que je ne sais pas jouer moi-même. Tu peux
On a testé... Ah ouais, je m'en vais, il est à chier. Et surtout, la technologie qui de base aurait pu paraître un peu sympa, d'avoir des linceuls qui permettent de... Parce que alors, il faut dire quand même que dans le synopsis, il y a écrit qu'ils permettent de communiquer avec les corps. C'est totalement faux, ça n'arrive absolument pas. Voilà, on s'est fait 4 fiches en fait. C'est comme quand je vais à un date Tinder et que sur internet il y a écrit « Bonjour, j'ai 18 ans, je suis très belle, jeune, j'ai les cheveux blonds et j'arrive, c'est Hervé, 48 ans. » T'es bien renseigné toi. C'est la même chose, on s'attend à un truc de fou, c'est nul. Et c'est exactement ça. Le truc avec David Cronenberg, c'est que c'est un réalisateur qui a commencé avec des films de body horror expérimentaux, des trucs vraiment anticonventionnels, subversifs. Là, il rentre dans une platitude sans nom, c'est assez insupportable. En fait, on dirait un téléfilm. Ah mais on dirait un téléfilm. Et en fait, en termes de qualité cinématographique, on dirait un téléfilm. Chant contre chant, plan d'ensemble. Chant contre chant, plan d'ensemble. C'est toujours la même chose. C'est insupportable. Les seuls plans qu'on a qui sont un tout petit peu différents, c'est quand ils font du placement de produits. Ouais. C'est réel, non mais c'est vrai, ça, il faut le dire au bout d'un moment. Et j'ai une autre question. Pourquoi est-ce qu'on doit voir, nous, un avatar virtuel de la femme morte du personnage de Vincent Cassel qui fait un striptease? Pourquoi? Avec des membres qui lui manquent parce que dans l'histoire, bon voilà. Pourquoi est-ce qu'on doit voir ça? Moi j'ai pas demandé, hein, vraiment, je suis rentré dedans, j'ai rien demandé et on m'a montré ça, je suis dégoûté honnêtement. En fait, alors déjà, les graphismes, on dirait qu'on est en 2005, 2006. Mais tu comprends, il y avait tellement de budget à mettre dedans avec tous ces placements de produits. Bah ouais, bah justement, il est où le budget? On le voit pas. Bah écoute mec, il est parti dans la piscine. Non, la limousine. De Cronenberg. Non, la limousine pour amener Vincent Cassel sur le trajet. Ah ouais. Ah ouais. Bon, et la piscine de Cronenberg. Oui, aussi au passage. Aussi. Non, c'est un film qui n'a pas de raison d'être, qui n'a pas d'âme, contrairement au... Parce qu'en fait, les linceuls, du coup, ils ont des âmes. Bref, c'est de la merde. C'est nul, vraiment plus jamais. Cronenberg, si tu refais ça, fais gaffe, je sais où t'habites. Et voilà, c'était notre dernier film de Cannes. Et à 18h, faut repartir. Au revoir Cannes, au revoir Thierry Frémaux, au revoir billetterie, au revoir fast-food dégueulasse, au revoir, au revoir. C'est la fin. Non, c'est pas la fin, c'est pas la fin, c'est juste on parle de Cannes. C'est pas la fin. Non, arrête. Emmenez-moi au bout de la terre. D'accord. On va voir le vlog. Spider-Man. Il y a des cheveux qui sont rentrés dans le champ. Et... Ça apporte une touche de poésie. Je me suis perdue. C'est à toi? Ah, c'est à moi que tu fais. Oui, tu viens de... Salam alaikum. Je croyais que t'étais censé travailler. Je suis censé travailler, mais j'ai un peu la flemme, je suis fatigué. Et on fait tous les films de Cannes. Ça c'est marrant parce qu'en fait ils filment tous. C'est la blague. Ah, c'est très drôle. La vie ça nous arrase. On rentre à Strasbourg. Tu sais quoi, mais on n'est pas obligé de faire le bac de français. Sans Eden pour me traîner, je serais J'ai passé 1 heure à régler des problèmes d'envoi de l'exposé de... Ah ouais, ça on connaît. Du Saint-Jean, voilà. Bonjour, Cannes, c'est fini. Voilà, c'est une grande souffrance. On est à Lyon, hein. C'est cool Lyon, mais c'est pas si cool que Cannes quoi. Allez. Allez, vas-y. Au revoir. Ok, merci beaucoup. Donc ce que je disais, c'est que la situation géopolitique de la Corée du Nord, c'est quand même un problème. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne YouTube. Vous connaissez North Shadow Legends of Tanks, c'est un RPG mobile de VPN. Vous connaissez le VPN de chez Rhino Shield, c'est vraiment super. Le NordVPN de chez Le NordVPN de chez Rhino Shield, bien sûr. Un applaudissement pour Cannes. Bien bonsoir messieurs, dames. Bonjour, c'est une transition PowerPoint. Au fait, The Shroud, c'est nul. Bonjour, je m'appelle transition rotation 90 degrés. Attention, transition origami. Transition rideau.
Fin de la transition, transition cercle. Et transition cercle inversé, fin de la vidéo. Là, c'est le moment où tu coupes la vidéo. Bon. Faut qu'on parle un petit peu. Bon, c'est une métaphore parce qu'en fait, depuis le début, je vous parle. Hein, vous pouvez pas me répondre, mais je vous parle depuis tout à l'heure. Mais il faut qu'on parle un peu. Depuis le début, on parle de films. On parle des films vus à Cannes. On parle de l'ambiance du festival, absolument. Mais je pense que ce qu'il faut retenir avec ce festival et les moments que j'ai passés, c'est principalement parce que j'ai passé des moments avec des gens. L'important, c'est les copains, comme disait Twilight of the Warriors, et je suis entièrement d'accord. Pouvoir parler avec autant de personnes, de cinéma, des films vus, de pouvoir profiter un maximum des moments avec eux, de pouvoir échanger, même avec les professeurs, même avec les intervenants, avec tout le monde. C'est, je trouve, un truc rare que le cinéma peut faire, c'est créer du collectif. C'est créer des choses ensemble, pouvoir discuter ensemble. Le cinéma, ça sauve des vies, et en tout cas, ça a sauvé la mienne. Je rends l'antenne, merci de m'avoir écouté, merci de nous avoir écoutés, et bonne soirée à tous. Et même, bonne soirée à toi, Paul de Saint-Cyr.